si ça va pour tout le monde, si tout le monde est bien installé, si tout le monde a de quoi, s'hydrater, de quoi grignoter, je peux commencer. Bah, Est-ce que c'est écoute, OK? Est-ce qu'on a un go général? je pense qu'on va avoir un go général, tranquillement là. OK. Disclaimer donc, tout ce que je vais dire n'engage que moi. Tout ce que je vais dire n'est pas la vérité, mais une interprétation personnelle basée sur mon travail et sur mon expérience. Tout ce que je vais dire peut être remis en question et tout ce que je vais dire, ou du moins une grande partie de ce que je vais dire en montrant du coup du matériel source, je donnerai la source en fin, de conférence et pour ce qui va être de l'analyse de vidéos, des choses comme ça, je donnerai aussi tout ça en fin de séance si vous voulez revoir plus tard, réécouter la conférence avec ce matériau-là. Voilà. Donc je lis le départ, l'introduction, je la relis pour ceux qui n'ont potentiellement pas lu. Donc lorsqu'on vient aujourd'hui à définir la tradition lichtenorienne et évoquer ce qui la caractérise techniquement, beaucoup s'accordent à dire que les coups de maître sont le trait principal de la tradition et ils font figure de savoir de base. Ils interviennent dans les situations dites canon afin que le disciple puisse identifier le geste et le travailler clairement. Tous les concepts complexes, toutes les actions, en finesse, les finesses de gestes et les situations ardues arrivent par la suite, les coups de maître ayant préparé le terrain pour cela. Partant de ce fait, est-il pertinent de mettre en avant les coups de maître comme «technique ultime» entre guillemets de la tradition? Ou ceux-ci ne seraient-ils pas ces premiers outils pédagogiques pour illustrer des cas tactiques, techniques provoqués par le contexte, la conception de l'affrontement et l'arme en elle-même? En somme, est-ce que les coups de maître définissent le système ou est-ce que le système définit les coups de maître et se sert d'eux pour transmettre son cœur? Il est impossible de comprendre la tradition lichtenorienne sans comprendre les coups de maître, autant qu'il est impossible de la comprendre si l'on s'arrête à eux. Voilà, donc ça, c'était l'introduction que je vous avais transmise et que j'avais transmise à vos instructeurs pour parler un peu pour un peu poser le sujet. Alors, avant d'aller dans le dur, on va faire un petit récap. De quoi on parle? Donc de quoi on parle finalement? Notamment, on va vraiment se focus sur, le coup de maître, c'est quoi? Parce que puisqu'on va parler des coups de maître et essayer de non pas de remettre en question ce qu'ils sont, mais de remettre en question la façon dont l'importance qu'on leur donne dans notre pédagogie aujourd'hui des AMHE et du système pour, transmettre le système, germanique, le système lichténorien. Pour pouvoir remettre en question ça et les étudier, il faut qu'on soit tous d'accord pour définir ce qu'est un coup de maître. Alors, un coup de maître, a priori, donc chez Lichtenauer, il y en a donc 5. C'est les 5 coupes. Vous verrez d'ailleurs, elles sont mentionnées dans le Zettel, assez rapidement, comme je l'ai dit dans l'introduction et il dit très clairement, «Ah, tu dois apprendre à frapper à faire ces 5 frappes» et quand il parle de ces 5 frappes, il parle des coups de maître. Alors, avant de parler des coups de maître dans le Zettel, donc ça, ce que vous voyez sur mon écran là, ça, donc je vous l'ai dit, hein, c'est le PDF du Lichtenauer qui rassemble le pseudo d'Obringer, von Danzig et le pseudo Danzig et Ringek. Donc il y a la biblio au début, je vous transmettrai. Là, vous avez un schéma du coup de tous les glosateurs qui partent du récital et qui vont vers les héritiers, les glosateurs, etc. Donc le Zettel, ce serait le poème que Lichtenauer aurait écrit pour décrire sa pratique. C'est écrit en allemand en vers pour des moyens qu'on pense être des moyens mémotechniques parce que lorsque les choses riment, c'est plus facile à retenir et du coup, il a écrit, voilà, il a un peu distillé dans ce poème tout son système. Ce qui est intéressant, c'est que, ce poème, est organisé et il y a des choses qui sont dites dans un certain ordre et comme je l'ai dit et je le répète, les coups de maître sont quelque chose qui arrive assez vite. C'est-à-dire que là, dans les premières donc dans le prologue, où il parle de distance, il parle de concepts, il parle de savoir lutter. En fait, il parle de ce que c'est qu'être un bon combattant, en termes de connaissances, savoir lutter, savoir se battre à l'épée comme à la lance et cetera. Avoir une certaine sagesse, avoir une compréhension de la distance et cetera. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de poser un peu le minima pour être un bon combattant, on va dire. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, il donne un peu des espèces de comment dire? De maximes pour, voilà, si tu veux être bon dans l'art, il faut que tu sois capable de faire ci, il faut que tu sois capable de faire ça, il faut que tu frappes si tu es droitier, il faut que tu frappes de ta droite vers ta gauche parce que ça sera ton coup de tes fort. Alors attention, hein, je suis en train de, comment dire? Je suis en train de je transmets pas exactement ce qui est écrit, je suis en train de faire, d'abréger ça, OK? D'ailleurs, je vous transmettrai aussi tout à l'heure un papier très intéressant qu'a fait, Keith Farrell qui est, en fait, il a repris, un peu ça
et il dit voilà les 12 leçons que peut nous donner le Stock pour les leçons pour être un bon escrimeur, selon le système germanique. Donc voilà, il parle de l'art, il parle des coups, il parle de la manière de frapper, il parle de l'endroit où frapper, il parle de la posture, il parle des gardes. Donc ça, c'est un peu tout le départ. Et ensuite, il commence, voilà, apprends 5 frappes du côté droit contre ton adversaire, contre l'opposition. Donc là, il a fini de faire son introduction sur ce qui est pour lui être un bon combattant, ce qui est pour lui des choses, des règles, on va dire, pour être un bon combattant de son système, ce qu'il loue comme étant des qualités, en gros. Sachant que ça commence déjà à parler un petit peu de posture, ça commence déjà à parler un petit peu d'intention, donc on est déjà un peu en train de donner des indices là-dedans. Il nous donne déjà des indices sur la mécanique en fait, hein. Sans parler de coup de maître, il est déjà en train de parler de la mécanique du corps, de comment ça doit se gérer, comment on fait les choses, quel pas on fait quand il parle de frapper à droite quand on est droitier, etc. Donc là, il est déjà un peu en train de mettre des indices sur comment tu vas être fort en termes de mécanique corporelle. Là, attention, à chaque fois que je dis ça aussi, c'est encore une fois une certaine extrapolation de ma part. Ok. Il parle pas, lui, de body mécanique. Il parle de façon de frapper, de côté où tu frappes plus fort. Il parle aussi de la façon dont tu vas suivre tes coups ou pas, etc. etc. Donc c'est moi qui interprète tout ça, tout ce paragraphe-là, comme des éléments de mécanique de corps. Ok. Donc, arrivé là, voilà, il nous cite les 5 coups et il commence avec le coup furieux. Ok. Et là, il décrit le coup furieux de manière assez succincte en nous donnant une situation qui est la situation qui est très souvent reprise dans les pièces, c'est-à-dire on te frappe par-dessus, tu viens avec le coup furieux, le menacer tout de suite avec ta pointe en ayant frappé. Et ensuite, de là, tout ça là, c'est en train de déplier une pièce, qui est souvent la première pièce de Zorn qui est décrite, c'est-à-dire en gros Zornut, oui, non, pardon, Zorno Zornort, parce que Zornut c'est une garde, excusez-moi, Zorno Zornort, cette Zornort qui est contrée parce que l'adversaire devient éveillé sur la pointe, sur la menace de pointe, il décale, et là souvent c'est Oben Amnemen pour faire un barrel de l'autre côté. Donc ça, là clairement, là ici, on est sur une première pièce de Zorn, qui est la pièce canon du Zorno. Okay, et ensuite, il décrit un petit peu plus de particularités sur ce Zorno, quand il est contré ou quand il ne se fait pas, comme dans le premier cas, tout simple, où on te frappe et tu vas frapper dans sa frappe et tu vas lui jeter la pointe au visage et ça va être bon. Quoi. Voilà. Après le Zorno, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du Zorno. Okay. On nous a parlé des cinq coups. Mais après le Zorno, il n'enchaîne pas tout de suite avec les autres coups de maître. Il nous parle des 4 ouvertures. Okay. Donc les 4 ouvertures, je sais que vous les connaissez parce que je sais à peu près ce que Blondin, ce que vos instructeurs vous transmettent. Donc les 4 ouvertures, hein, c'est en gros, vous voyez, vous avez les lignes. Hein, vous avez les lignes. Donc en gros, si on coupe le corps d'une ligne horizontale et de 2 lignes verticales, les 4 ouvertures, en fait, c'est les fenêtres. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre en haut à gauche, une fenêtre en haut à droite, une fenêtre en bas à gauche, une fenêtre en bas à droite. Okay. Et en tournant autour d'un point central, on va prendre une de ces 4 ouvertures. Okay. Donc ça, après nous avoir donné un coup de maître, il nous parle de ces 4 ouvertures, il nous parle des contres aux 4 ouvertures pour gérer tout ce système, et il n'est pas encore en train de nous parler du deuxième coup de maître. Le deuxième coup de maître arrive seulement après. Donc là, en tant que pédagogue, okay, je me dis, moi, c'est marrant, le récital nous parle du coup furieux, et ensuite, il nous introduit les 5 coups de maître. Il nous parle du coup furieux, mais avant de continuer avec les autres coups de maître, il nous parle d'un concept qui est extrêmement important, qui est celui des ouvertures. En gros, il nous apprend à frapper, d'abord, avec un coup, le coup le plus simple, hein, parce que le coup furieux, c'est le coup du paysan. Et ensuite, il nous décrit des ouvertures, en fait, il nous décrit des cibles intéressantes dans son système, et comment contrer les gens qui veulent taper sur ces cibles. Donc ça, c'est peut-être déjà révélateur de, finalement, le Zorno est en train de nous donner ce qui nous permet dans la situation où les 4 ouvertures vont être intéressantes à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas rester 1000 ans là-dessus, parce que si je creuse là, on va creuser déjà dans l'interprétation, etc. Donc ensuite, il nous parle du tordu, donc le Kumpao, puis vient le Zersao, puis vient le Shilao, puis vient le Shetela. Tout, si, enfin tout, non. Les coups de maître,
Les coups de maître, on peut essayer de généraliser une définition sur les coups de maître. Il y a des gens, par exemple, qui vont nous dire qu'un coup de maître, c'est forcément une frappe qui va avoir à la fois, une capacité, d'attaque et de défense. Et c'est très vrai. Le Zorno, c'est une frappe qui vous défend et qui touche. Le Zwerchhau, c'est une frappe qui vous défend et qui touche. Heu, le Krumpao, c'est une frappe qui vous défend et qui touche, mais pas toujours en un seul temps, vous voyez? Sauf si vous faites un Krump sur les mains, là pour le coup, il défend et il touche en même temps. Donc ça, c'est quand même une constante qu'on peut retrouver dans tous les coups de maître, mais c'est parfois moins présent dans l'un et plus dans l'autre. Le shuttle, par exemple, qui est un coup qui est relativement boudé pour plein de raisons, j'en parlais encore avec d'autres instructeurs. Le shuttle-out, qui est donc le coup crânien parmi les 5 coups de maître, c'est un coup qui, difficilement, finalement vous permet de frapper et de vous protéger. Puisque c'est un coup qui va chercher très loin, au-dessus pour aller tête au-dessus du crâne de votre adversaire, mais qui vous laisse extrêmement ouvert. Par contre, la dynamique, du shuttle, pour ceux qui ont fait, du kendo, donc là, petite parenthèse, création parallèle avec d'autres sports, c'est encore une fois pas ne faites pas ça souvent parce qu'on ne peut pas expliquer, enfin on ne peut pas, il ne faut pas essayer d'expliquer la germanique en utilisant d'autres arts parce que ça ne sert à rien. On peut faire des parallèles, mais on ne peut pas expliquer l'un en utilisant l'autre. Ça se fait pas, c'est à la fois, intellectuellement ce n'est pas honnête et puis ça ne sert à rien en fait, ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien sur le système. Mais par exemple, le Shuttle-out serait, le men, du kendo. C'est une frappe qui va aller chercher très vite, très loin le sommet du crâne de l'adversaire et qui ensuite va nous faire avancer sur lui. L'avantage, c'est qu'au kendo, eux, une fois qu'ils ont frappé la tête, ils peuvent dépasser, leur adversaire et ne pas se prendre d'afterblow. Surtout qu'en plus, ils sont très peu de risques d'être coincés dans un quillon. Nous, quand on fait un shuttle-out, on va très souvent aller très fort dans la distance. On va être dans des situations de ring gun et ça va être très dur pour nous de sortir, de faire le dépassement d'ailleurs qui a un nom en germanique qui est attendez que je dise pas de conneries. Donc le Durchschlaufen, c'est effectivement le dépassement et quand tu fais la pièce de Durchschlaufen, tu viens par en dessous des bras de ton adversaire et tu le fais chavirer tout en le dépassant. Donc ouais, c'est une mécanique de Durchschlaufen, merci, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Bon bref, désolé, ça fait des digressions. Donc, le coup furieux, enfin le coup furieux, les coups de maître, donc c'est des coups qui sont exposés comme 5 coups à savoir par le récital. Donc de base, c'est normal que nous, en tant que pratiquants aujourd'hui, on se dise: «Bah, les coups de maître, oui, c'est quelque chose de primordial à connaître». C'est quelque chose de primordial à connaître parce que, bah, a priori, le maître nous a dit: «Il faut connaître ces 5 frappes». Heu, voilà. Les coups de maître, pour encore une fois, généraliser, enfin essayer d'établir des règles. On a dit, et c'est vrai que les coups de maître, doit savoir les faire d'un côté comme de l'autre. Cependant, n'oubliez pas que, encore une fois, Lichtenauer conseille enfin le Zettel conseille, de frapper de notre côté fort, donc a priori de frapper de notre si on est droitier, de droite vers la gauche et c'est, tout à fait vérifiable que, certains coups de maître deviennent assez difficiles à réaliser correctement lorsqu'on les fait à gauche. Ce n'est pas le cas du Zerchau, ce n'est pas forcément le cas, du Shilao. Par contre, c'est tout à fait le cas du Zornau. Le Zornau est très dur à faire à gauche. Il n'est pas impossible à faire à gauche, mais il est très dur à faire à gauche si vous êtes droitier parce que vous aurez, malheureusement beaucoup moins de force et la création d'angle sera un peu plus difficile quand on est droitier. Bref, donc un coup de maître, c'est a priori le savoir de base, heu, qu'on doit apprendre quand on pratique le système lichténorien. C'est a priori des coups qui nous permettent de nous protéger et de frapper l'adversaire en même temps ou quasiment en même temps. Je parle encore une fois, pour moi l'exception, ça reste, le Kung Pao et le Shuttle sur ce point-là. C'est aussi des coups qui sont, des brise-gardes. Alors peut-être que vous avez déjà, lu, des sources et des traductions qui vous ont exposées, mais les coups de maître fonctionnent aussi un peu comme un système on va dire de Shifumi. C'est-à-dire que le Zerkao est une brisure. Vous avez peut-être déjà entendu parler des brisures. D'ailleurs le mot brisure ça y est, j'ai perdu le mot en germanique. Monsieur Rivière, tu peux le caler dans le chat, les brisures en germanique, j'ai oublié comment ça se dit, mais ce sont des brisures de telle posture. Donc le Zerkao est une brisure de toutes les postures hautes, les tags, les von Tag. Hem, Zornau, c'est une brisure des frappes qui vont venir vers vous. C'est une brisure de la longue pointe. On peut faire un Zorn dans une longue pointe et prendre le centre très fort. Schillau, c'est une brisure de Flug. Schüttelau, c'est la brisure,
de la couronne, couronne qu'on fait jamais. Voilà, brouche, ouais, c'est brouche, brouche. Brisure, c'est brouche, pas bourque. Je sais pas comment on dit avec l'accent. Prononcez bourre. Merci Nico. Donc les brisures, bourre. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Un coup de maître, c'est aussi un coup qui permet de briser, donc de déjouer une posture de garde. Ok. Voilà. Donc on va rester sur ces 2 points-là. On va rester sur ces 2 points-là. Il n'y a pas besoin d'aller broder plus puisque de toute façon ensuite les pièces nous donnent des contextes où, les coups de ce coup de maître-là va briller et tel autre coup de maître va briller, dans tel autre contexte, OK? Le Zorno va briller lorsqu'on vous attaque au sommet du crâne et que vous avez le temps de voir venir la frappe, vous frappez dans cette frappe, vous prenez le centre, vous faites une Zornhorte et en général, si l'adversaire ne sait pas, si l'adversaire n'est pas un initié, il va se prendre la pointe pleine tête, il aura été contré, parfait, voilà. Donc tout ça, c'est les choses, qui le cœur des coups de maître. Vraiment, c'est ces principes-là et après, les coups de maître vont être utilisés dans des contextes, dans des contextes définis par les pièces pour s'illustrer, pour illustrer leur efficacité et pour illustrer des choses qui viennent avec eux. Voilà. Donc c'est là où je veux aller un petit peu plus loin. Une fois qu'on peut, essayer de donner une petite définition comme ça de ce qui est inhérent à un coup de maître, on va essayer de voir, dans quel cas, enfin, à quel moment, un coup de maître, le fait de faire un coup de maître n'est pas pertinent ou le fait de faire un coup de maître dans tel contexte ne permet pas de vérifier la pertinence d'un coup de maître. Je ne sais pas si vous avez un si vous sui enfin, je suppose que vous suivez un peu l'actu, des AMHE de manière générale, en Europe ou quoi. Bon, avec le covid, il y a plein de choses qui ont été annulées et il y a eu beaucoup de challenges qui se sont faits, de challenges digitaux où, on était sur des challenges où il fallait réaliser, des pièces, réaliser des drills, mais c'est souvent des pièces, hein, ce sont des drills pour un concours et que c'était jugé et cetera et cetera. Alors ce que je vais vous montrer le rule set de la Digital Lion Cup de cette année, qui organisait du coup un challenge digital où il fallait faire une interprétation vidéo en solo, pour des raisons de corona, des 5 coups de maître et de 2 pièces en plus, qui étaient une pièce de Feller. Donc le Feller, c'est-à-dire que c'est la feinte, et le Winden. Donc le Winden, c'est les rotations qui interviennent dans beaucoup, beaucoup de pièces encore. Le texte qu'ils ont donné, c'est assez cool parce que le texte qu'ils ont donné, en fait, c'est du texte, c'est les pièces qui sont tirées elles-mêmes du Wiktenauer. Donc en fait, les pièces qui sont là, le texte qui est là, vous allez le retrouver dans le Wiktenauer sur la pièce du Zorno. Voilà. Ce que je vais faire là, c'est qu'on va regarder en fait ensemble, on va regarder en fait 3 vidéos. Voilà, 3 vidéos de participation à la Dutch Lion Cup par des gens plus ou moins connus, et essayer de voir, on va faire un petit jeu en fait ensemble. Je vais vous lire le texte, la pièce en fait, hein, je vais vous la lire et on va voir l'interprétation. Et je vais essayer en fait par ça de mettre en avant le fait que, c'est compliqué d'avoir quelque chose de pertinent, avec les coups de maître lorsque, finalement, on ne peut pas mettre à l'épreuve leurs caractéristiques immanentes. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si on a défini ensemble qu'un coup de maître, comme le Zorn, on va prendre le Zorn, que le Zorn, c'est un coup qui est à la fois une attaque et une défense lorsqu'il est exécuté dans le bon contexte. Comment je peux savoir si mon coup est bien réalisé? S'il n'y a pas d'attaque et s'il n'y a pas de liage fin, s'il n'y a pas en fait le contexte. En fait, je vais soulever le problème du fait de faire des gestes, de faire des gestes à vide en essayant de suivre un texte, mais en ne suivant pas le contexte du texte. Ça pose beaucoup de problèmes et c'est un problème qu'on peut avoir dans la pédagogie. Donc, je vais vous lire cette pièce-là. Je vais la lire en français, hein. Donc le Zorno, ça casse, ça brise tous les overrows qui viennent, donc tous les coups du haut, tous les coups du haut, mais c'est rien de plus qu'un coup de paysan. Alors, petite anecdote intéressante, c'est que Lou, donc Jude Lou, Lou le juif, c'était son nom, un des glossateurs de Lichtenauer, a dit une phrase qui est assez cool, c'est que le Zorno, c'est un coup du paysan, oui, mais nous, quand on fait un Zorn, on fait un coup du paysan, mais nous, on le fait bien. Et ça a du sens. Ça a beaucoup de sens de dire ça parce qu'effectivement, le Zorno, pour qu'il soit bien fait et que ce ne soit pas simplement un coup où on met de la force, bah, il y a des petites subtilités. Alors, donc c'est un coup qui brise tous les coups qui viennent d'en haut, c'est un simple coup de paysan, fais-le ainsi. Quand il te frappe, de son côté droit au-dessus de ta tête, alors frappe aussi
à ton côté droit, par-dessus, dans son épée avec fureur, sans aucun déplacement. Ok, ça c'est important. Without any displacement. Et tire ta pointe droit devant toi, dans son visage ou dans son torse. Si s'il est conscient de ta pointe et qu'il la déplace avec force, alors ramène ton épée par-dessus l'épée de ton adversaire, loin de son épée, et frappe-le de l'autre côté de sa tête. Enfin, de l'autre côté de son épée à sa tête. Ça aussi, c'est important. C'est appelé Oben Annehmen, taking off above, sortir par le haut. Voilà. On va faire les pièces une à la fois. Je vais lancer une première vidéo de quelqu'un que vous connaissez certainement si vous regardez un peu YouTube. Je vais lancer la participation de Björn Rutter, qui est un gars que je respecte énormément son travail et encore une fois, attention, ce que je fais là, c'est absolument pas du bitchage. Je suis pas en train de dire que les vidéos que je vais vous montrer, elles sont là pour me permettre d'illustrer quelque chose, mais absolument pas pour dire, «Ces mecs-là sont des nazes» ou «Ces mecs-là, ils font n'importe quoi» ou qu'on soit bien d'accord là-dessus, hein. Donc Björn Rutter, voilà. On va regarder la pièce de Zorn de Björn Rutter. Essayez de garder en tête le texte que je vous ai lu. Je vais mettre en lecture, plus lente. Est-ce que c'est en lecture plus lente là? Ça a pas l'air, hein. OK. Bon. Björn nous gratifie d'un petit Abzug à la fin, hein, donc c'est pour ça qu'il revient en ox. Donc ça, c'est son ajout par rapport à la pièce. C'est pas écrit dans la pièce de faire ça. Lui, il le fait parce que c'est aussi son réflexe, c'est aussi sa pratique, et il a l'habitude de faire des Abzug. Et pour lui, il ne peut pas garder les mains basses comme ça, surtout qu'en plus il est grand, il a l'habitude de prendre des coups sur la gueule dans son système de meilleur. Donc il fait un Abzug, c'est-à-dire il fait une retraite en remontant l'épée pour se prémunir d'une frappe tête. Alors, je remets et après on discute. OK. Alors, a priori, selon vous, donc là je m'adresse à vous, quelqu'un qui a envie de répondre, me répond. Par rapport à ce que je vous ai lu, du texte, est-ce que ça a l'air pertinent, ce que vous avez fait? Ah, il y a rien apparaît, du coup c'est bizarre et le texte dit: «Without displacement». Alors ça c'est intéressant. Quand, le texte parle de displacement, mais displacement ça ne veut pas dire en fait un déplacement, de corps. C'est-à-dire without displacement, voilà, c'est sur ce passage-là. Alors, onto his sword forcefully and without any displacement. Ça veut dire que lorsque tu frappes avec le Zorn et que tu frappes l'épée de ton adversaire, la frappe doit suffire à écarter, l'épée de l'adversaire et à faire Zornort. OK? Without displacement, ça veut dire que dans l'action de ton Zorn, tu ne vas pas faire tu vas pas faire une action au liage pour déplacer sa pointe. Parce que normalement, si ton Zorn est bien fait, si ta frappe est bien faite, tu as pas à déplacer l'épée. Elle est déjà déplacée par ta frappe, par le Zorn, s'il est fait correctement, dans le bon angle, avec la bonne intention, la bonne force. Donc c'est ça que ça dit. Without displacement, c'est pas par rapport au pas, c'est par rapport au geste d'épée lorsque les lames clashent en fait, lorsque les lames bind. C'est ça que ça dit en fait, without displacement. Donc, mais ça, c'est intéressant que tu relèves ça parce que ça peut être piégeux. Encore une fois, ça, c'est piégeux quand c'est même pas c'est en anglais. Donc, déjà, nous, on est français. Si on n'est pas trop chaud en anglais, c'est un peu compliqué. Mais ça peut être piégeux. Mais non, ça veut vraiment dire que le Zorn, en fait, qui est une action, rappelez-vous hein, de ce qu'on a dit, c'est une action à la fois d'attaque et de défense. Le geste en lui-même doit se suffire à bloquer l'épée adverse et à frapper, ou du moins à être menaçant, à être offensif. Si tu fais une action offerte en plus après ton Zorn, eh ben, tu déplaces l'épée, du coup, ça veut dire que ton Zorn, en fait, il est pas bon. Alors, il y a rien apparaît par l'adversaire, du coup, c'est bizarre, il se déplace, voilà. C'est rigolo, comme il faut déplacer l'épée qui précise ça, je pensais que du coup, ça parlait du corps, genre, ben non, 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 justement. Non, le Zorn, il faut faire le pas, hein. Le Zorn, tu vas frapper l'adversaire. Tu ne fais pas de pas si tu fais Absetzen. Et on en parlera doublement parce que j'ai vu que dans la rubrique Longsword de votre Discord, il y avait Nico qui avait posté récemment une interprétation de Koitovic
qui justement fait un Shilao sans le pas et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait et ça va ouvrir justement sur la suite, c'est là où je veux venir par la suite. Ces histoires de faire le pas ou de ne pas faire le pas sur certains coups, heu, c'est pas réinventer les coups, en fait, c'est appliquer un concept à un coup. C'est-à-dire que quand Kojtovic fait un Shilao sans pas, en fait, il fait un upset zen avec un mouvement de Shilao. C'est ça le truc et c'est pas une nouvelle interprétation et c'est ça mais là, on est en train déjà d'aller un peu plus loin. Quand on fait ça, c'est pas une nouvelle interprétation du Shilao, c'est un Shilao fait avec un upset zen. Voilà et du coup, beh, on peut pas, et du coup, si tu annonces ça comme un Shilao, comme nouvelle interprétation de Shilao, beh, tu es en train de diluer un peu des notions, des concepts qui sont génériques et pas forcément inhérents au coup de maître. Et ça, c'est la deuxième partie de la conférence. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la conférence, justement. OK. Donc moi, ce que je reproche, à Björn Rutter, enfin, honnêtement, c'est pas, ça va encore, hein. Moi, ce que je veux, mettre en avant sur le truc de Björn Rutter et qui est pas, forcément sa faute, hein, c'est justement le problème de ne pas avoir de liage, donc de ne pas pouvoir être pertinent sur le geste. C'est que lorsqu'il a fait son Zorn, là, il a fait normalement Oben Abnehmen, sauf que c'est pas vraiment comme ça. C'est pas comme ça. Il n'a pas respecté Oben Abnehmen parce que ça, c'est pas comme ça qu'on le fait, parce qu'il n'a pas respecté le texte et je vais vous dire pourquoi. Et ensuite, il vient frapper à l'entour de l'autre côté de sa tête et il fait une frappe pleine extrêmement ample. Après, c'est aussi un meilleuriste, hein, donc il a ses travers de meilleuriste. C'est sa tradition, c'est des frappes amples, c'est des petites menaces de pointe. Donc ça a du sens que, je veux dire, le fait que Björn interprète le Zorn comme ça a du sens. Par contre, est-ce que c'est respectueux de la source, du texte donné? Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, Leguma nous dit: «Je suis un petit peu étonné du mouvement qu'il fait afin de faire la remise de son coup». Donc, le petit mouvement dont tu parles avant la remise de son coup, c'est justement, ce qui est censé être Oben Abnehmen. Donc, c'est censé être le mouvement qui va, sortir par le haut de l'épée pour frapper alentour et se sécuriser. Et c'est justement ce que je reproche, principalement, à ce Zorn de Björn. C'est-à-dire que lorsqu'il fait ce petit mouvement, il ne devrait pas garder, en fait, il le fait trop timidement et tout l'intérêt de Oben Abnehmen, c'est de garder suffisamment de contact, sur la lame adverse, en maintenant une menace, pour pouvoir sortir le moins de temps possible et frapper alentour. Et il y a un truc qui est très important, dans la fin, de la pièce, c'est cette partie-là, qui est souvent négligée. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis arrêté dans la lecture parce que j'ai vu que j'allais la lire mal. C'est Then pull your sword up from the blade of his sword, away from his sword, and strike to him to the other side of the blade of his sword, again to the head. Avant de frapper, avant de dire tu le frappes de l'autre côté à la tête, on te dit tu le frappes de l'autre côté de son épée à son épée. Et ça, c'est tout à fait différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour être sûr de se sécuriser après Open Abnehmen, il faut prendre un angle qui permet de fermer notre fenêtre à nous, à droite, là où il y a l'épée adverse, pour le bloquer. Et si on fait correctement tout le truc, on va d'abord frapper son épée, puis ensuite frapper sa tête. C'est ça que ça dit. Et pour ça, du coup, il faut garder les mains à une certaine hauteur. Et on ne peut pas se permettre de faire une frappe filante, parce que si on fait une frappe filante, ben, ça veut dire qu'on est en train de presser son épée, et s'il nous fait un multi run, on est niqué. Bon, il faut faire une frappe qui va maintenir sur le côté. Alors, pour illustrer, moi, je vais vous donner une vidéo ensuite qui va illustrer ces mêmes pièces avec justement un partenaire et un liage cohérent, et du coup, ce qui doit être fait avec le liage et qui donne de la cohérence au geste. Donc voilà, moi ce que je reproche, sur l'interprétation de Björn, c'est que le Oben Abnehmen, il colle pas beaucoup à la lame de son adversaire pour se mettre en sécurité et pour pouvoir sortir. Et ensuite, lorsqu'il frappe, il fait une frappe filante qui va jusqu'en bas, alors que cette frappe, elle devrait d'abord venir attraper le côté de l'épée adverse. Donc ça veut dire qu'il va finir en gros, si vous voulez, avec les mains à hauteur de taille ou à hauteur de torse, bloquant l'épée de son adversaire dans le médian idéalement, et avec son faible, par la même occasion, toucher la tête de l'adversaire. C'est ça que la pièce elle dit. Voilà. Donc ça, c'est pour le Zorn. On va continuer, on va regarder un peu la suite. Après, ça va pour les autres pièces. Björn, il sait quand même ce qu'il fait, mais voilà, ça c'est du petit détail. Ça me permet de vous dire, en fait, ça illustre le fait que lorsque on pratique un coup de maître sans le contexte dans lequel il nous est montré, dans la pièce qu'on doit réinterpréter, et
sans le but qui est amené à la fois par le contexte et par la présence d'un liage, par la présence de l'adversaire et de comment on veut déjouer ce liage et toucher l'adversaire, si on n'a pas ça, on perd le sens du geste, en fait. On perd le sens du geste et on va faire du geste pour faire du geste et faire du geste pour faire du geste, beh, c'est cool. Ça fait, moi je vais clairement pas dire, que c'est dégueulasse, hein. Je vous rappelle que je suis un mec qui poste des vidéos de drill, la plupart du temps. Mais je poste des vidéos drill pour cette raison aussi, c'est que, faire du drill, c'est faire du geste sans dire que le geste, c'est tel truc ou tel truc. Des gars qui vous font des interprétations de Zorn à vide, bah, finalement, tout le monde peut faire des Zorn à vide, on dit s'ils disent que c'est un Zorn et qu'ils respectent une ou 2 étapes sur l'ensemble des éléments qui constituent le Zorn. Et moi, c'est ça qu'en fait qui me gêne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas faire ce que la Digital Leon Cup a fait avec ce challenge. C'est-à-dire qu'on peut pas demander des pièces qui exigent un contexte précis et un liage et demander à des gens de faire ça en solo drill et de mettre là-dessus le mot Zornau, le mot Zwerchau et cetera et cetera. Parce que c'est faux. C'est faux. C'est faux et c'est moi ça me pose problème parce que ça pose problème en termes de pédago. Ça me pose problème et après derrière c'est aussi, dérangeant parce que du coup vous avez des mecs, qui sont quand même pas des peintres, hein, on va dire, qui tombent en fait dans des travers d'interprétation, où ils font un peu, ce qui reprend, c'est leur répertoire personnel, leur habitude de tradition et là, ça illustre ça, hein. Je vous ai montré Björn. Déjà Björn a été dans les finalistes, hein, de ce challenge-là. Mais je vous ai montré Björn aussi parce que les travers d'interprétation de Björn par rapport à ce texte qui est un texte, du coup du Early Kunstgeschichten, donc c'est pas du meilleur. On est sur des plus anciens, les glossateurs plus proches de la base, lichtenorienne, donc c'est pas du tout le même contexte. Beh, dès lors, ça change la donne et lui qui est meilleuriste, quand il fait ce Zorno, beh, les choses qui finalement, pèchent, c'est à la fois dû à l'absence de contexte, à l'absence de liage, mais aussi dû au fait qu'il vient d'une tradition qui a des mécaniques, ou du moins qui a des contextes et des manières de gérer certaines choses qui sont différentes. Voilà. On va regarder la suite. Je vais pas forcément m'attarder sur le Krump, sur le Zwerch, on va quand même regarder. Et si jamais, j'ai, quelque chose à dire par rapport à son interprétation, on retournera dans le texte et on verra si c'est OK ou si c'est pas OK. Donc il a fait je laisse en vitesse, réduite pour que ce soit plus lisible. Donc la deuxième pièce qu'il doit faire, c'est un Krumpao. La troisième pièce, c'est le Schiel. Ah non, c'est le Zwerch, pardon, excusez-moi. Le Schiel, du coup. Ce qui est intéressant parce que le Shilao chez Meyer est quand même sensiblement différent, que le Shilao, lichtenordien. C'est pas tout à fait le même coup. Donc c'est intéressant que là, il essaie de faire le Shilao, qui n'est pas celui de sa tradition. Le Shuttle, qui, était lié à une pièce de Handdrucken, donc un presse-main, pour ceux qui connaissent. Donc en gros, on vient écraser en fait les mains de l'adversaire lorsqu'ils sont sur la haute. Le Feller, c'est donc une pièce de feinte qui a été la pièce la plus piégeuse du challenge et qui a été très rarement faite correctement. Elle est difficile après en même temps, donc c'est normal, et encore plus quand il n'y a pas de liage. Et le Winden, les Winden, donc ce sont les rotations. Lorsqu'on vient, voilà, on vient en Ox et on vient faire une rotation en mettant la pointe toujours dans la même fenêtre pour tenter de déstocker et de déjouer. Voilà. Donc c'est fini. Est-ce que là, avant que je stoppe sur certains points, est-ce que vous avez, l'impression, par rapport à votre connaissance personnelle, donc si vous êtes débutant, il y a pas enfin, il y a pas de souci ou quoi, hein, peu importe, tout niveau, par rapport à vos connaissances personnelles des coups de maître là, par rapport à ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a d'autres shows qui vous ont gêné dans la succession des coups qu'on a vu là, dans le Zwerch, dans le Shield, dans le Shuttle, dans le Krump? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ce que vous avez, reçu comme enseignement de ces coups de maître, est-ce que quelque chose vous a gêné? Sa pointe te semble haute pour toucher un adversaire. Ah, c'est vrai. C'est vrai que parfois la pointe est haute. Il va souvent par-dessus. Mais là, c'est un travers, encore une fois, c'est aussi un travers de meilleuriste, hein. Et puis après, il est très grand, hein, Björn. Donc forcément, quand il a les mains en haut, bah, il a les mains peut-être parfois trop haut, hein. Moi, je passais souvent en dessous de lui quand je me battais avec lui. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors moi, je vais stopper sur un petit truc. Bah, on va aller sur le Krump.
On va aller sur le crump justement. Donc il fait le crump canon, c'est-à-dire que le crump canon, c'est tu approches ton adversaire en garde de la barrière. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres, points de semble haute, machin, OK. C'est l'avantage de ne pas avoir d'adversaire, on vise ce qu'on veut, se dire souvent ouais, bah, ouais, la pointe, elle va être à hauteur de ses yeux à lui et pas forcément à hauteur des yeux de son adversaire, donc ça va changer un peu la donne et pareil, selon les liages, on va voir aussi et c'est d'ailleurs quelque chose que vous avez vu si vous avez regardé la vidéo d'Anton Kojkovic sur le shield. C'est-à-dire qu'en fin de shield, on va être soit, main au niveau de l'abdomen, soit main un peu plus haute, selon la qualité du liage qu'on va avoir en faisant le shield. Donc ça, c'est des ajustements, c'est-à-dire qu'on va lever plus ou moins les mains, lever plus ou moins notre pointe, selon ce qui se passe. Donc on peut pas encore, on peut pas c'est pour ça on peut pas dire le shield, ça va forcément, la pointe qui va finir à hauteur de torse avec les mains qui vont rester, au niveau de l'abdomen pour vous. Ça peut être la pointe qui va être à hauteur de torse, à hauteur de gorge, mais vos mains vont monter à hauteur de votre torse à vous. Donc tout ça, c'est des trucs qui dépendent du contexte, qui dépendent du gage, qui dépendent de quel moment vous faites la technique. Et moi, j'ai déjà vu des débats, hein, et je vous encourage, vous, à fuir ce genre de débat comme la peste et à ne pas les réitérer. J'ai vu des débats de type qui étaient en train de se branler en cercle, hein, très, très honnêtement, sur non, non, mais le shield, il faut que les mains elles soient à cette hauteur-là. Et d'autres qui disent non, non, les mains, il faut qu'ils soient à cette hauteur-là. J'ai vu aussi des mecs qui disaient non, mais sur le thumb grip d'un Zverkau, ça doit être le côté du pouce et pas le plat du pouce. J'ai vu tout un tas de débats comme ça qui m'ont rappelé les moments il y a 10 ans dans les AMHE où tu avais des mecs qui se battaient pour savoir si on devait parer du plat ou du tranchant. Aujourd'hui, ce débat-là, il est complètement désuet. C'est un mime, en fait. C'est devenu un mime. Je vous invite, hein, vraiment, pour pas perdre de temps dans vos discussions autour des AMHE et dans vos tentatives de compréhension des AMHE, ne perdez pas de temps lorsque vous allez discuter avec un type qui va venir vous voir et vous dire non mais tu mets le plat de ton pouce alors que tu dois mettre le côté de ton pouce. Ce genre de choses, ce genre de manière de fixer un geste dans des mouvements aussi minimales sans prendre en compte le contexte ou le mouvement dans son entièreté, c'est de la branlette et c'est des gens qui veulent faire croire qu'ils savent des choses alors qu'en fait, ils veulent juste essayer de vous en mettre plein la gueule pour faire croire qu'ils sont des sachants. Évitez ce genre de débat, vraiment, je vous en conjure, évitez-les. Donc le comp de Bjorn est canonique. Il approche l'adversaire en garde de la barrière, donc c'est cette garde-là. Et lorsque l'adversaire va frapper sa tête, boum, il va lâcher son Kung Pao du faux tranchant sur la gauche en jetant son pas à droite. Donc jusque-là, il fait le texte. Et ensuite, derrière, profiter de l'effet de rebond du Kung Pao si tu as justement Krump sur sa lame pour venir faire un estoc. Faire un estoc. Ah putain, je perds le truc, pardon pour venir faire un estoc à hauteur de tête de ton adversaire. Voilà. Donc là, il fait le crump canon. Il n'y a pas grand-chose à reprocher sur son interprétation du crump. Il le ralentit, je pense qu'il ralentit les actions, il séquence les actions pour les besoins de lecture. C'est-à-dire que normalement, quand vous faites un crump, le rebond fait que vous allez idéalement projeter tout de suite votre pointe ou votre faux tranchant en entaille au visage de l'adversaire. Là, si on regarde ce que fait Bjorn, il prend un peu le temps de faire une petite rétractation avant de mettre son estoc. Vous voyez, il a fait une rétractation, il était bras court pour venir monter en ox avant de faire son estoc. Normalement, si vous voulez faire correctement, qu'il y ait une épée en face, c'est tu frappes l'épée et quand tu remontes, tu fais pas la rétractation, tu remontes tout de suite avec le rebond pour projeter ta pointe à la gorge, à la tête ou au torse de ton adversaire. Voilà. Là, il le fait, je ne sais pas s'il le fait parce qu'il a l'habitude de faire comme ça ou si c'est pour des besoins de lecture pour la vidéo, pour le challenge. Mais en tout cas, voilà. Là, la seule chose que je peux dire sur son crump, c'est qu'il séquence. Il séquence peut-être un peu trop par rapport à la pertinence du crump non séquencé. Sur le Zwerch, que je rappelle la pièce de Zwerch nous demandait de venir faire un Zwerch à droite et ensuite, lorsque le Zwerch est fait et qu'il y a un liage, il faut chasser des quillons la lame de l'adversaire pour faire le Zwerch de l'autre côté. C'est pour ça que lorsque vous regardez ce que fait Bjorn, et là du coup il le fait bien, après le premier Zwerch, il va faire ce petit mouvement là, où il va rejeter en fait avec ses quillons. Boum, là il rejette des quillons, boum, et il frappe de l'autre côté. Ok, ça c'est pour simuler ce que demande la pièce. La pièce elle demande, après le premier Zwerch et qu'il y a contact, on va chasser énergiquement avec les quillons sur notre côté droit, et en chassant comme ça, on a l'élan pour faire le Zwerch de l'autre côté, tout en chassant la lame de l'adversaire. Donc là, pour le coup, il fait la pièce correctement.
Donc là, le shield, il a fait un shield relativement, on va dire un shield un peu, j'appellerais ça un shield mou, au sens où si vous regardez son shield, le shield, c'est censé être très droit devant. Si vous regardez son shield, il fait le shield, il fait une taille du faux tranchant et il ramène beaucoup les bras. Il a pas les bras devant lui. Donc il ramène les bras et ensuite, une fois qu'il a ramené les bras, il va faire cet estoc et à la fin de cet estoc, il va revenir en menace parce que ça, c'est ce que demandait, la pièce. C'est-à-dire que si il part à pointe, tu restes en menace de pointe, d'une façon ou d'une autre. Il ne demandait pas dans quelle garde forcément être en menace de pointe. Donc il a choisi de faire une buff, avec équillons verticaux. Donc moi, ce que je lui reproche sur son shield pour le coup, et pour ceux qui, encore une fois, qui ont regardé la vidéo que Nico a postée il n'y a pas bien longtemps sur le shield, moi, ce que je lui reproche sur son shield out, c'est de pas prendre le centre directement. Et effectivement, là, la pointe, elle a l'air, il monte sa pointe très haut, hein, je suis d'accord avec toi. Là, la pointe, elle est montée, même plus haut que ses yeux à lui. Donc, mais encore une fois, ça, c'est difficile. Quand tu as rien en face, c'est très difficile de mettre ta pointe au bon endroit. Non, mais je suis d'accord. Mais le vrai problème pour moi, c'est pas qu'il monte sa pointe trop haut, c'est qu'en fait, il doit pas cette action de montée là, elle n'existe. C'est le shield normalement, c'est un temps, c'est une action, comme on dit, hein, tout à l'heure, c'est une attaque et une parade simultanée, c'est une attaque et une défense en simultané. S'il tend bien les bras et qu'ils sont déjà sur le côté et que sa pointe est projetée, bah, tout comme le Zord en fait, il a une chance de tout de suite toucher. Et s'il est déplacé, bah là, normalement, en général, si tu es déplacé sur un shield out, ce que tu vas faire, enfin, si tu es déplacé, donc imaginez, j'ai fait un shield out à droite, mes mains finissent devant moi, légèrement à gauche, le plat ou le faux tranchant en contact avec l'épée de mon adversaire. J'ai ma pointe qui est projetée, mon adversaire essaie de s'en prémunir, soit il va faire une rétraction de Floug et essayer de passer au-dessus de mon épée, donc je vais devoir remonter en Ox à gauche pour tenir la ligne, soit il va reculer en ayant vu mon shield, il va essayer de faire un Dourge Vexen, il va passer en dessous de ma lame, du coup à mon côté droit, et là je vais devoir faire une mutation pour passer, pour passer dans une Floug à droite par exemple. On va finir sur Bjorn, on va regarder la pièce qui pour moi est une des plus compliquées à interpréter, et on va la lire ensemble. On va la lire ensemble. Alors, c'est parti. C'est une des pièces, moi, quand j'ai fait le challenge, qui m'a posé aussi pas mal de problèmes. Enfin, pas mal de problèmes. J'ai dû m'y reprendre à quelques fois pour bien la faire parce que du coup, je me rendais compte que je tombais aussi dans mes travers et que je faisais une version facile de la pièce, alors que c'est pas le cas. Donc, le feller. Le feller, c'est une femme. Alors, note que le feller, c'est une pièce pour tromper et frapper ces escrimeurs qui aiment déplacer ton épée et frapper. Ah putain, attendez, il faut que je traduise dans ma tête en vous traduire avant, sinon ça va être n'importe quoi. Ceux qui aiment vous déplacer et frapper à votre épée plutôt qu'à vos ouvertures. Donc ça, c'est typiquement les mecs, ils vont être vous frapper, ils frappent dans votre épée elle va quelque part, ils vont bloquer la route à votre épée en tapant dedans, mais juste en tapant dans votre épée et pas en essayant de faire justement quelque chose qui va être à la fois une défense et à la fois une attaque. Donc la feinte, bah, a priori, oui, ça sert à tromper ce genre de personnage. Donc la feinte, sachant que la feinte, hein, là, c'est The Feller. Dites-vous que dans les manuscrits, The Feller, ça n'existe pas. Il y a énormément, énormément de pièces de Feller, énormément de Feller différents qui n'ont pas toujours le même départ, qui sont des feintes. Donc The Feller, il ne faut pas voir ça comme le Feller, le seul et unique qui existe, c'est pas vrai, il y en a plein d'autres. D'accord. Donc celui qu'on nous propose là, c'est quand tu approches ton adversaire dans le Zufechten, donc Zufechter, c'est la distance lointaine, donc c'est l'approche. Donc quand tu approches l'adversaire dans l'approche, oui, en français, ça fait redite, je suis désolé. Euh, Frappe un Unterau des deux côtés. Donc un Unterau à droite, un Unterau à gauche, ou un Unterau à gauche, un Unterau à droite. On ne sait pas. Ça, c'est la première difficulté du texte, c'est que le texte ne nous dit pas si on va frapper à droite au départ ou à gauche. Et ça change tout. Parce que si je commence avec un Unterau à droite, puis à gauche pour la suite des pièces, et que je fais l'inverse, ça ne va pas du tout me mettre dans la même situation. Donc frappe un Unterau des deux côtés. Si tu peux l'atteindre avec un Unterau du côté droit, donc a priori, si je peux l'atteindre avec un Unterau du haut côté droit, alors que j'ai commencé dans le Zufechten avec deux Unterau, bah là, moi, je me suis dit, d'accord, c'est mon Unterau du côté droit qui doit atteindre pour la réalisation de la pièce. Ça veut dire que je commence par Unterau à gauche. Okay, donc si ton Unterau côté droit peut l'atteindre, tire ta pointe le long de son torse. Okay. Donc, j'ai fait un Unterau à droite et j'essaye, en fait, à la montée de mon Unterau, de venir tendre mes bras pour vraiment les stocker au torse. Si il te déplace, donc si je vois s'il voit mon estoc et qu'il le déplace,
saute vivement avec la jambe gauche à son côté droit. Pour ceux qui ont fait Wallerstein, ça s'appelle Außernim. Voilà. Donc saute vivement avec ton pied gauche à son côté droit et prétends que tu vas le frapper ici avec un Zwerchhau. Donc prétends que tu vas le frapper ici. Ici, c'est où a priori? C'est une feinte de Zwerch. Le Zwerch doit être feinté à gauche. Je viens de sauter à gauche, moi avec ma jambe gauche, à son côté droit. Je viens de faire un Unterau à droite. J'ai projeté ma pointe, elle est déplacée. Je saute à gauche. Je fais comme si j'allais lancer un Unterau, du coup, un Zwerchhau à gauche. Sauf que je le casse. Et donc, jerk your strike, c'est avorte ta frappe. Jerk your strike short, c'est tu raccourcis ta frappe. Et frappe instantanément, encore, à son côté gauche. Et ça en fait, c'est faire, c'est un dupli run. C'est Außernim dupli run. Voilà ce que le Feller nous met en œuvre. Cette pièce-là, c'est une des pièces du challenge qui a été la plus mal faite. J'ai regardé toutes les vidéos du challenge. Je crois qu'il y a sur les cinquantaines de participants, il doit en avoir 3 qui ont réussi à le faire correctement. Mais c'est normal aussi parce que ça, sans partenaire, c'est une merde innommable. Donc maintenant, on va regarder si Björn y est arrivé. Est-ce qu'il a fait à 100 la pièce? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'il y arrive à la faire? Je la repasse. Il y a un truc qu'il a mal fait et qui du coup casse la pièce, hein, si vous voulez vraiment tout savoir, mais allez-y. Alors, c'est vrai qu'après, avec les bras de géant qu'il a, raccourcir pour lui, c'est un peu dur. Le double sphère, bah, attends, on va regarder. Je crois qu'il essaie quand même d'avorter celui à gauche, hein. Je crois qu'il le raccourcit quand même. Ouais, bon, il le fait vraiment. Ouais, il le raccourcit pas tant. C'est vrai qu'il le raccourcit pas. Déjà, première fausse, il le raccourcit pas. Ouais, effectivement, vous avez tous un peu noté ça. Il ne raccourcit pas son Zwerch. Le Zwerch, déjà, est pas feinté. Mais le vrai souci, il n'est pas là. Le vrai souci, il est pas là. Le vrai souci, ça se passe au niveau de ses jambes. C'est rare, hein, que dans les pièces, il y a pas toujours des indications de jambes dans les pièces, mais dans celle-ci, elle est très précise. Et elle est très précise parce que Außernim, donc Taking, Außernim, ça demande de sortir fortement d'un côté, tout en frappant en fait en diagonale par rapport au côté où on sort. Et c'est pour ça que le Zwerch final, c'est un dupli run qui se fait à son côté gauche, alors que nous-mêmes, on est sorti, on a bondi à gauche, à son côté droit, et qu'on est en train de s'effacer de la ligne, mais en s'effaçant de la ligne, on jette quand même un petit coup de l'endroit où on s'en va. C'est ça, Ocernim, en fait. Et là, le fait qu'il n'ait pas sa jambe gauche qui est jetée et qui finit avec la jambe droite, il ne fait pas la pièce. Il ne fait pas Ocernim correctement, et du coup, bah, il fait pas ce que la clause dit, parce que la jambe n'est pas respectée. Et comme la jambe n'est pas respectée, il ne peut pas faire cette partie-là. Il ne peut pas la faire correctement. Voilà. Et effectivement, ce que vous avez tous vu par contre, c'est qu'il ne raccourcit pas assez son premier Zwerch. Ça c'est clair. Surtout que ça a une importance en plus de le raccourcir quand il y a une épée. Quand il y a une épée en face, parce que faire un dupli run, ça implique de passer. Oui, alors vous inquiétez pas, je vais vous montrer des exemples réussis. Mais des exemples réussis, encore une fois, ça sera avec un partenaire. Parce que c'est beaucoup plus facile de réussir avec un partenaire. Donc oui, je vais vous montrer. Donc là, j'arrête avec Bjorn. C'est stop pour Bjorn. Je vais vous montrer un autre participant. Je vais rien dire. Je vais vous montrer un autre participant. Et là, je sais que Blondin, dans l'ombre, rigole parce qu'il sait tout à fait qui je vais montrer. Je vais vous montrer un autre participant avec ce que vous avez en tête là, avec ce que vous avez vu de bon et de mauvais chez Bjorn par rapport au texte. Et encore une fois, c'est pas moi qui trouve que c'est bon ou que c'est mauvais. J'essaie d'être le plus objectif possible par rapport au texte et par rapport à ce que les pièces demandent en termes de contexte qu'il n'a pas eu et qui du coup ont faussé pour moi les gestes et la réalisation correcte, l'interprétation correcte du texte. Ok. Maintenant, je vous montrerai une autre personne. Je vais rien dire, je vais vous la montrer et je vais vous demander vos avis dessus. Et encore une fois, c'est pas pour dire, quoi que ce soit sur la personne, ni pour l'encenser, ni pour la descendre. C'est juste pour dire voilà, pour le même challenge, pour les mêmes textes, il y a des gens qui ont fait ça, il y a quelqu'un qui a fait ces interprétations-là
et à vous de me dire, si vous trouvez ça, pertinent, pas pertinent, s'il y a plus d'erreurs, s'il y a pas d'erreurs, si ça vous paraît OK, si ça vous paraît pas OK. Je vais pareil mettre en lecture, lente, en 50. Ah, j'imagine, je sais pas si j'imagine, j'en vois peut-être parmi vous qui sont en sueur à ce moment-là. Je pense qu'il y en a chez vous qui sont en sueur. J'ai pas parlé du shuttle, hein, parce que le shuttle aussi, l'interprétation du shuttle était dure, parce que c'est une pièce complète avec un Androken et ça, tout le monde ne sait pas le faire correctement et encore une fois, c'est un problème de pas dans la majeure partie des combattants que j'ai vus. Voilà, c'est la fin de la participation de ce cher Martin van der Auwera. Martin van der Auwera, un combattant, pas un mauvais combattant, un élève de Joris Jacobs, c'est un néerlandais, enfin il est flamand, il est belge en fait, mais côté flamand. J'ai vu combattre, c'est un jeune, assez rapide, mais voilà. Avant que je dise quoi que ce soit, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous avez le droit, dites-moi, soyez très honnête sur ce que vous pensez de cette vidéo, de sa performance, de son interprétation et cetera et n'hésitez pas, allez-y, hein. Pour ceux qui se sentent capables de juger ça, par rapport à ce qu'on a vu avant ou par rapport aux connaissances personnelles, allez-y. Ah, ça tape, ça tape. Donc le chassé avec les clients sur le sveller est très séquencé. Genre on dirait 3 trucs différents et un autre truc j'ai oublié. Alors il y a de ça, il y a de ça. Il y a de ça, mais il y a pas que ça, mais il y a que ça. Alors, on va regarder la séquence verge. Peut-être par là. Est-ce qu'elle est... Bah, je peux remettre, hein, si vous voulez, je remets, hein. Je vais remettre à vitesse. Par contre, je remets à vitesse normale parce que sinon, on va en avoir pour la vidéo. Vitesse normale. Let's go. Ah oui, not talk about this shield. Bah ouais, mon pote, bah. Ouais, 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 ouais. Il y a il y a des pièces qui sont très différentes de ce que tu as compris. Moi aussi, moi, je vais te dire plus. Moi, je vais te dire, il y a des pièces très différentes de ce qu'il y a décrit. Moi, c'est surtout ça c'est ça qui me pose problème. Le feller, en fait, il fait les deux Unterau et il se stoppe. Et en fait, il fait le moment où l'Unterau est censé toucher avec les stocks. L'Unterau à droite qui est censé toucher avec les stocks. Mais du coup, il respecte pas le texte. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il fait juste deux Unterau parce que c'est écrit, il faut les faire. Et puis après, du coup, il dit ah bah il faut faire un Unterau qui fait les stocks. En fait, il fait pas la pièce il a découpé lui-même la pièce pour la rendre plus facile à exécuter. Il la fait pas dans son entièreté. Et du coup, c'est pour moi, par rapport au texte, c'est pas valable. C'est pas une interprétation qui est valable parce que faire deux Unterau parce que c'est écrit et stopper et faire autre chose derrière, faire l'autre bout de la pièce derrière de manière décousue, sans l'intégrer à la dynamique complète de la pièce, c'est plus la pièce. C'est pas une interprétation du texte. Parce que si je prends que des morceaux et que je fais les morceaux décousus et avec des temps morts, je fais pas la pièce. La pièce, elle a une dynamique à respecter. Si on ne respecte pas cette dynamique, ça ne peut pas fonctionner. Et là, très clairement, ce que vous avez tous vu, c'est que sur cette pièce de Feller, là, elle est pire que séquencée. C'est-à-dire qu'il l'a coupée en morceaux pour pour essayer de la rendre plus facile pour lui, en fait. Alors que je pense, en plus, c'est ça le pire, c'est que je pense que ce mec-là est potentiellement capable de la faire correctement. Son shield, alors le shield qu'il a fait, c'est un shield, justement, il a pas fait un shield rien, il a fait un shield qui est plutôt, un shield, de meilleuriste, au sens où en fait le shield de meilleuriste de meilleur, il est très, très haut, voilà, comme le dit Blonda. C'est un shield de meilleur qu'il a fait. Mais le problème, c'est que encore une fois, c'est pas le shield qui était demandé. C'est pas le shield qui était demandé, donc là, ça déconne aussi, quoi. Ouais, il vient par-dessus. Alors après, sa remise est intéressante parce qu'effectivement, quand tu reviens par-dessus comme ça,
bah, c'est très intéressant de revenir fermer la ligne en rebaissant les mains avec une longue pointe ou une flougue. Mais effectivement, c'est pas le shield qui va ce shield-là ne va pas être à la fois une attaque et une défense. Oui, c'est vrai que je devrais pas dire ça, c'est même pas forcément, la bonne façon de faire le shield meilleur. Je suis d'accord, donc après le truc c'est qu'il est très moi ce qui me gêne, c'est qu'il est très de profil et on nous avait demandé en plus d'être de 3/4 face ou Raken, hein, et il est très de profil et du coup ça gêne pour la lecture aussi. Je vais vous dire, alors vous voyez donc voilà, il y a ça. Pour moi, il y a plein de trucs qui clochent, hein, mais même son Kung Pao, son Zorn n'est pas bon. Son Zorn n'est pas bon, son Krumm n'est pas bon, il y a beaucoup de choses qui pèchent et beh, dites-vous que ce type-là a gagné. Voilà, ce mec-là a gagné. Donc ça vaut ce que ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire qu'à la fois, soit ouais, ouais, ce mec a gagné, soit moi je suis un débile, ce que j'accepte, potentiellement, c'est vrai, hein, je sais que je suis un peu un débile quand même. Soit il y a connivence, copinage, qui est tout à fait possible aussi parce que bon, bah, c'est Pays-Bas, flamand, tout ça, c'est tout à fait possible. Soit c'est parce que c'est un jeune et qui voulait, le motiver. Enfin, il y a plein de raisons. Ça, on va pas en parler ce soir parce que c'est un truc, on peut en parler des heures, les problèmes de copinage dans les AMHE. Mais voilà, le truc c'est que une heure de conférence pour nous avouer qu'il comprend rien à jeter d'honneur. Bah ouais. En fait, je suis une arnaque, des os. Voilà. Allez, salut, hein, je prends l'argent, je m'en vais. Il se fait l'argent virtuel. Ouais. Non, non, mais ouais, moi, c'est problématique parce il y a rien qui va en fait. Il y a très peu de choses qui vont dans sa prestation, quoi. Son Zorn, il est rapide hein, sur Oben Amnemon, mais le problème, c'est que son Zorn, regardez où il va son Zorn. Regardez à quel point il descend. Ça non, c'est non. Ça, c'est non. Il s'écrase avec la frappe en plus, alors que le Zorn, c'est une frappe où, à la fin, on prend un peu le côté, mais on est quand même bras tendus devant parce qu'on veut faire une Zorn Hort, on veut jeter cette pointe. On vient prendre le liage avec le Zorn et on jette la pointe ensuite. Si cette pointe est déviée, on fait la suite. Mais là, il y a rien. Là, s'il me fait ça, s'il fait un Zorn comme ça, il va aller tellement, il a pas de résistance. En fait, le mec va juste passer au-dessus, par-dessus son épée de droite à gauche et c'est terminé. Il pourra pas faire la suite. Il pourra même pas sortir, il pourra pas faire bon Eminem. Donc voilà. Donc ça, c'est le mec qui a gagné. Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut, hein, désolé. On va arrêter avec ça. On va arrêter avec ça, avec ces mecs-là, et je vais vous montrer, ouais, la structure. On n'est pas là pour trop talk, c'est pas le but. Là, je suis en train de, moi, ce que je voulais faire, vraiment le but là, il fallait tout enchaîner à un seul plan, effectivement. Moi, le but de ça, hein, encore une fois, c'est pas pour trash talk, c'est pour vous dire, voilà, maintenant que je vous ai lu les pièces qui sont données. Et je vous dis, hein, les pièces de la Dutch Challenge Cup, c'est les pièces ils ont copié-collé le texte, la traduction anglaise qui est dans le Wikten Hour, hein. Donc, moi, je vous ai lu les pièces. Alors après, bien sûr, traditor et traditor et traditor, et le traducteur est un traître. Donc, c'est de l'allemand traduit en anglais que moi je vous traduis en français. Bon, il y a quand même le téléphone arabe, il est là, quoi. Je suis d'accord avec ça. Mais quand même, je suis assez, je pense, pouvoir, dire quand un mec ne respecte pas le texte, c'est pas une histoire de son interprétation face contre la mienne. Au sens où, pour moi, quand le texte donne, une indication claire sur un pas et que le pas est pas fait, ou qu'une indication claire sur le côté où il faut frapper et que c'est pas le côté sur lequel on frappe, c'est pas une histoire de mon interprétation contre la sienne. C'est une histoire que moi j'ai lu le texte et pas lui. Enfin voilà, il y a une différence entre interpréter et confronter des interprétations et faire ce que dit le texte et faire qu'on fait s'il avait fait ce que disait le texte et que moi j'avais fait aussi, on fait tous les 2 à la lettre ce que le texte dit et qu'on voit qu'il y a des différences, là on peut discuter d'interprétation. Mais là, on n'est même pas en train de discuter d'interprétation. On est en train de discuter sur le fait que lui, si je lis le texte objectivement, il y a des trous. Et on peut pas dire, et s'il y a des trous, on peut pas coller l'étiquette, Zorn, machin, on peut pas coller l'étiquette du coup de maître là-dessus. Et du coup, on peut pas donner de la crédibilité. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Bon, je vais vous montrer ce que et là, donc je vais mettre des parenthèses, hein, des guillemets, tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer ce que j'estime être, la bonne interprétation des coups avec un partenaire, en essayant de suivre à la lettre le texte et les variations qui vont se passer, vous allez voir que c'est des variations qui sont inhérentes à la qualité du liage ou à la hauteur de ma pointe, à la façon, à la hauteur du coup lorsqu'il est intercepté, et cetera, à la taille des 2 combattants aussi. Et c'est là où je reviens sur, le contexte compte énormément dans le geste et on ne peut pas concevoir le geste sans le contexte et ça s'il y a bien une loi dont tous les instructeurs sérieux sont d'accord là-dessus, dans les MHE, c'est ça, on ne peut pas concevoir un geste sans concevoir le contexte. C'est pas possible et ce contexte, on ne parle pas de contexte, je ne suis pas en train de vous parler de contexte, historique ou quoi que ce soit. Je suis en train de vous parler d'un contexte. Le contexte, c'est la situation.
cette situation qui amène ci, qui amène ça, la qualité du liage, la taille des combattants, la taille des armes, tous ces trucs-là. Voilà. C'est ça le contexte qui va permettre à un geste d'être travaillé. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas de l'auto-promo, désolé, hein, c'est juste que, bah, pour le coup, j'ai fait aussi le challenge. Et d'ailleurs, j'ai fait le challenge avec quelqu'un, sauf que c'était pas ce qu'il fallait faire, il fallait le faire en solo, donc je l'ai refait solo après. Je vous montre pas ma prestation solo, je vous montre juste, du coup, prestation avec un partenaire. Donc, le Zorn, avec Oben Abnehmen, etc., etc. Je vais mettre en lecture ralenti. Non, plus ralenti quand même. Donc le Zorn. Il frappe, le Zorn est fait, la pointe, donc Zornhort. Maintenant Zorn avec Oben Abnehmen. Avec la frappe de l'autre côté, en gardant contact avec sa frappe, avec sa lame, pardon. Deuxième pièce, c'est le Zwerch. Non, le Kump, pardon. Troisième pièce, c'est le Zwerch. Le Zwerch avec le chassé de quillon. Donc d'abord le Zwerch qui contre du coup une frappe venant du haut. Ensuite le Zwerch avec le chassé de quillon. Ensuite c'était le shield. Vous voyez que mes mains sont hautes. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les mains vont être hautes selon le. Là ensuite le shield est dévié et du coup je dois garder une garde, je dois maintenir une menace. Donc il dévie mon shield. Enfin, il avorte sa frappe sur mon shield et du coup il va de l'autre côté. Donc j'essaie de maintenir contact avec une handgun. Là c'était le Shetelau. Donc Shetelau qui nous demandait de faire à vide, puis avec la parade en couronne. Handbroken et fin. Sur le Shetelau, il y a beaucoup d'interprétations où les gens ont rajouté des coups, alors qu'on nous demandait simplement de faire un Handbroken avec une poussée et un pas de sortie à un endroit précis. Je pourrais vous lire le texte si vous voulez après. Donc là, c'est le Feller, donc le fameux. Je repasserai le Feller tout à l'heure quand même pour en parler. Là, c'est un Winden. Donc à partir d'une buff, puisque c'est à partir de la buff qui demandait de le faire. Winden, rotation et stock. Là, vous voyez que j'étais trop loin derrière avec ma lame, du coup, j'ai pas pu la figer sur son torse, donc j'ai simplement poussé des quillons et fait une entaille au niveau de sa gorge. Voilà. Donc ça, c'est des interprétations que j'estime être raccord. Je veux pas la suite. Des interprétations que j'estime être raccord avec ce que me demandait le texte. Là, on va pouvoir discuter ensuite, si quelqu'un fait exactement la même chose, on va pouvoir discuter sur les choix de posture finaux, la position de mes mains, par exemple, pourquoi j'ai monté les mains autant sur le shield, etc. C'est là où on va discuter, vous voyez. Mais je vais reprendre le feller, parce que c'était la pièce la plus compliquée, et c'est celle que je vous ai lue et que je vous ai dit, c'est celle qui a été la plus difficilement faite, parce que Hauser-Nim, c'est dur à faire, et Dupli Run, c'est pas non plus assez facile pour tout le monde. Donc, 1, 2, là, j'ai fait le hunter à droite, je dois jeter mon estoc, je ne pouvais pas parce que je n'ai pas la portée. Donc, ok. Je monte, je fais le fausse verche de l'autre côté. Là, je fais le fausse verche, je me projette avec ma jambe gauche et je viens frapper à son côté gauche. Et ce faisant, j'ai enfermé sa lame. Donc sa lame se retrouve coincée. Et moi, j'ai fait la sortie avec mon pas bondissant à gauche, tout en frappant à son gauche. Donc je suis complètement croisé. Vous voyez, je finis par rapport à Bjorn qui n'a pas fait le pas avec la bonne jambe, je finis à l'exact opposé de sa posture à lui. Voilà. Et ça respecte le pas donné par le texte, donné par la pièce. Voilà. La seule chose où on peut discuter ensuite par rapport à ça, moi, c'est quelqu'un qui aurait fait exactement le même pas, etc., c'est que moi, comme j'ai pas pu faire les stocks sur le hunter à droite, je suis obligé de garder contact. Si vous regardez, hein, je drive. Donc je fais un abnehmen, tout simplement. Je viens. Est-ce que je suis sur la bonne? Oui. Là, je peux pas faire les stocks parce que c'est pareil court. Je peux pas projeter ma pointe. Donc du coup, au lieu de projeter ma pointe, je monte à son fer pour poser mes mains pour faire le zwerch. Je fais le faux zwerch. Vous voyez qu'il touche pas, il déplace ses mains pour aller le parer. Et du coup, je finis mon bond et boum. Voilà. Donc ça, c'est des interprétations que j'estime être fidèles avec ce que le texte me demandait de faire. Mais elles sont fidèles avec le texte parce que j'ai le bon contexte.
j'ai un partenaire qui fait ce qui doit être, qui fait ce qu'il faut pour que je puisse, exprimer ses coups. Vous voyez? Après clairement, il y a aussi un truc, hein, c'est que mon adversaire n'avait le droit de faire que ce que la le texte lui disait de faire. Et il y a aussi ça. C'est-à-dire que il pouvait faire d'autres choses pour déjouer les pièces, c'est juste que c'était pas ce qui était demandé. Encore une fois, tu vois? Les pièces quand elles sont données dans les manuscrits, l'adversaire, on te dit très peu de choses sur l'adversaire. On te dit juste sa qualité au liage, on te dit juste, le coup par lequel il commence. Enfin, on te dit des choses, mais on te dit pas vraiment, son degré. Le degré de force de ton adversaire, il est pas dans le texte, on ne sait pas, tu vois? On ne sait pas, voilà. Le truc, c'est pourquoi c'est fait comme ça dans les pièces? C'est parce que c'est des pièces pédagogiques. Ils ont besoin et c'est là on et du coup, on embraye sur la suite. Les coups de maître, comme ils nous sont donnés, c'est des, outils pédagogiques. Ils veulent nous apprendre ils nous mettent le pied à l'étrier pour apprendre des choses plus compliquées. OK? Le Zornau, c'est la première pièce, c'est une frappe qui t'apprend le liage, en gros. Souvenez-vous dans le Zettel, on va revenir sur le Zettel, hein. Hop, 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 on va remonter un peu. Le Zorn, il est là, il est pas là le Zorn, il est là pour t'apprendre le liage. Pour t'apprendre le liage et typiquement pour te donner le liage, un liage qui est dur. Le Zorno, il est là pour te donner, un certain liage. C'est-à-dire que lorsque le contexte dit: «Bah, il vient de te frapper en haut, tu vas frapper dedans», je peux t'assurer que si les deux combattants vont au bout de leur frappe, le liage, il va avoir un liage, le liage, il va être relativement, en tout cas dans un instant, il va être dur ce liage, OK? Il va être dur, tu vois? Parce que les 2 ont frappé et les 2 ont frappé avec force. Si l'autre il fait un overhand, qu'il est pas en train de feinter, on est encore une fois, on est dans une pièce qui nous donne un attaquant ou enfin un défenseur, enfin un attaquant, là dans le cas c'est l'attaquant, qui est bidon. L'attaquant il fait un overhand et il se fait contrer et s'il est un peu bon, il s'est pas fait contrer parce qu'il a déplacé la pointe et du coup il y a la suite, voilà. Mais on va jamais plus loin que ça. Donc le Zorno, il est là pour nous dire, voilà, quand tu te fais frapper, tu peux frapper dedans pour avoir un liage et si tu as un liage, tu vas faire ci, tu vas faire ça et si dans ta tentative, sur ce liage de le toucher, il te déplace, tu vas faire ci, tu vas faire ça et là, on commence à te on te parle de schiste, donc plonger sa pointe, on te parle de Aubenabnehmen, donc sortir par le haut sur un liage pour aller frapper alentour. Donc on te parle de toutes ces choses-là. Du coup, les coups de maître seraient des maîtres dans le sens qu'ils t'apprennent des choses. Je pense que les coups de maître sont un outil pédagogique, qui a été créé par les maîtres justement. C'est outil pédagogique parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à quelqu'un, de transmettre à quelqu'un, des concepts via une situation fixée avec un coup fixé, que, de dire, quand il est mou alors que tes mains sont un peu par là, tu vas faire ceci, plutôt tu vas faire cela. L'avantage des coups de maître, c'est qu'ils fixent un point de départ. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que le coup de maître fixe un point de départ d'une situation. Tout ce qui va ensuite reprendre le dessus, c'est plus le coup de maître, c'est la mécanique du système. Et la mécanique du système, on te l'enseigne au travers des pièces et on te l'enseigne plus loin. Et c'est là où, et c'est parfait que vous interagissez comme ça parce que c'est exactement la suite. La suite, c'est le coup de maître, c'est il sert à poser une situation. Il sert à poser une situation et ensuite on va travailler avec cette situation. Le coup de maître, c'est un point de départ, c'est une base. Il faut pas les mettre sur un piédestal. Il faut pas mettre les coups de maître sur un piédestal. Ce qu'il faut mettre sur un piédestal, c'est les concepts qu'ils servent. Le Zwerchau, il faut pas le mettre sur un piédestal. Par contre, être capable de faire un Zwerchau pour contrer un changement de garde d'une Von Tag vers autre chose ou pour contrer un coup du haut dans l'instant dans l'indes, c'est ça qu'il faut louer. Donc le Zwerchau, c'est pas le Zwerka qu'il faut louer, c'est la capacité à le sortir au bon moment. C'est la capacité à l'utiliser pour servir un but précis. Les coups de maître sans but, sans qu'ils aient un but précis qui va plus loin que leur simple réalisation, eh ben, ne servent à rien. Si je fais un Zwerch juste pour faire un Zwerch, ça ne sert à que dalle. Si je fais un Zwerch juste pour faire la première pièce de Zwerch, ça sert autant que si je fais un Zorn pour faire la première pièce de Zorn. C'est-à-dire, il me frappe, je fais un Zorn. Voilà. Il se passe quoi derrière? Ah bah, je sais pas, moi je fais le Zorn, hein. Moi j'ai appris 10 000 fois le Zorn. Ouais, mais du coup ton Zorn, tu as fait le Zorn, OK, mais du coup l'autre il sait, donc il a pas touché, tu fais quoi derrière? Ah bah, je sais pas. Voilà. Tu sais pas faire si tu as fait ton Zorno, Zornord même plus loin, tu fais Zornut, Zorno, Zornord. Donc en gros, tu prends la garde furieuse pour faire un Zorno. Une fois que le Zorno connecte, tu fais une Zornort. Si tu es contré là-dessus, et que t'en tiens à ta connaissance de ce coup de maître et que tu as pas la mécanique derrière, bah, le mec il va te faire un upset zen et puis tu vas crever quoi. Tu vas crever. Parce que tu pourras pas faire au bon Abnehmen parce que s'il le fait bien son upset zen, il va passer par-dessus ton épée, il va t'écraser et tu vas la prendre dans la bouche. Donc c'est ça le truc, c'est que je veux dire, il ne faut pas, encenser les coups de maître, enfin il faut pas prendre les coups de maître pour ce qu'ils ne sont pas.
Les coups de maître, c'est des bases, c'est des outils pédagogiques pour aller plus loin. Les coups de maître, ce ne sont pas des techniques ultimes. Les coups de maître, ce sont des moyens de poser une situation, c'est un moyen d'arriver à ses fins et surtout, c'est un moyen en fait de déplier tout le système de l'escrime. OK? Et c'est là où l'on vient. C'est par exemple, si on revient aux étals, hein, si derrière le coup furieux, on nous décrit le coup furieux et que le premier truc qui vient après, c'est les 4 ouvertures et les contres aux 4 ouvertures, bah, c'est pas pour rien. C'est parce que comme le Zorno pose une situation de liage où ce qui va jouer dans le liage dans l'Arbeit, ça va être de prendre les ouvertures, une des 4 ouvertures par des jeux offerts, le jeu des maîtres, c'est-à-dire tout ce qui va être Winden, tout ce qui va être décrochage, Durchwechseln, Abnehmen, Winden, Mutieren, etc. Tout ce qui s'exprime dans le jeu des maîtres pour aller prendre une des 4 ouvertures, ben, tout ce travail-là, il est amené par une situation qui part du Zorno. Mais c'est pas le Zorno qui fait ça. Et pour illustrer ça, j'ai pris une vidéo justement pour vous illustrer ça. Parce que ça va mettre des images sur ce que je suis en train de dire. Donc vous allez voir, c'est une vidéo encore une fois de Anton Kojkovic, une vidéo qui a un peu d'âge maintenant, mais que moi je me souviens à l'époque quand elle est sortie, elle m'en a eu plein la gueule, parce que, bah, elle est extrêmement cool et techniquement c'est très, très, varié, c'est très, très beau. Il y a beaucoup de matière dans cette vidéo. Donc c'est la vidéo sur le Zorno justement. Je reste sur le Zorn, hein, parce que c'est le coup qui est le plus, finalement, facile à comprendre, même pour les débutants. Attends, je vois que Baptiste est en train de d'écrire, donc je laisse finir sa phrase avant de continuer. Alors, par système, tu entends donc la réponse appropriée à une situation donnée, la logique d'un coup ou d'une parade en réponse à un liage, un angle ou la force du coup. Oui, ce que j'entends par système, en fait, c'est euh, quelles sont les mécaniques reines dans l'escrime germanique? Est-ce que ces mécaniques reines ne sont pas, c'est pas le fait de savoir faire des coups de maître ou pas, c'est le fait de savoir, gérer, bah, tout ce qu'il a dit en fait dans la première partie du Zettel, c'est-à-dire, à la fois, sentir quand, ton adversaire est mou et fort. En fait, c'est tous ces trucs-là, savoir bouger avec ton épée, tout ce qui est, on va dire dans la structure, mais c'est aussi tout ce qui vient après les coups de maître. C'est-à-dire que je vais revenir sur le Zettel vite fait avant de lancer la vidéo pour que tu vois. C'est qu'en gros, les coups de maître, c'est un truc, hein. Allô? Ouais, les coups de maître, ça fait partie, voilà, donc là, on a les coups de maître, OK. Par contre, derrière, et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, ce qui vient après, donc on a les 4 gardes principales, donc vous voyez, hein, le fou, la charrue, le bœuf. On a les oppositions. Ensuite, on a ce qui vient là, le Nachreisen. Nachreisen, le Uberlaufen, le, Absetzen, le, Durchlaufen, le Zucken, tout ça, tout ça là. Ça là, le cœur, il est là. Le cœur, il est là. C'est ça le cœur de l'escrime germanique. C'est ça dont on a besoin pour être, pour gérer la plupart des situations. Pour gérer la plupart des situations qui vont être posées par un coup de maître. Mais c'est ça qui compte. Les coups de maître comptent, hein, bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, hein, rappelez-vous de mon introduction, c'est que si on imagine que le système, c'est juste les coups de maître, on a tout faux. Et si on met sur un piédestal les coups de maître, on a tout faux. Ce qui est important, c'est tout ce qui vient derrière là. Absetzen, Durchlaufen, Zucken, Oberlaufen, Nachreisen. Nachreisen, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. C'est un principe qui est très très important et qui est souvent, qui est aussi, comme c'est un concept un peu abstrait et que sa traduction française, ça peut être un peu équivoque, bah, c'est dur à comprendre. Nachreisen, ça veut dire la poursuite. Mais il y a des pièces de Nachreisen qui vous illustrent le fait que votre adversaire a raté son coup, il part dans le vide. Le Nachreisen, c'est de venir le poursuivre et donc frapper alors qu'il a raté son coup. Et vous avez des pièces où le Nachreisen, c'est aller frapper à l'endroit où l'épée de l'adversaire vient de partir. C'est-à-dire que mon adversaire est dans une garde, imaginons qu'il est en charrue à gauche, il va quitter cette charrue à gauche pour venir en ox à droite. Et ben, le Nachreisen, ça va être ma capacité à frapper dans cette transition. C'est-à-dire que je le vois quitter sur sa flugue, je vois quitter sa flugue pour aller en ox, je vais venir soit lui couper la route, donc en frappant dans sa transition de flugue vers ox, soit je vais aller le pousser, donc je vais frapper là où il y avait sa flugue, et en le frappant, je vais pousser son arme pour le faire justement dégager, puisqu'il de toute façon, il est en train de partir vers ox. Ça, c'est le Nachreisen. Nachreisen, c'est ce que les modernes pourraient appeler attaque sur préparation, mais je trouve que c'est pas assez pertinent comme définition attaque sur préparation, parce qu'on est Nachreisen, c'est la capacité à soit couper la route sur un changement de garde ou un mouvement de l'adversaire, soit l'aider à aller là où il veut aller. Mais en fait, tu ne l'aides pas. Tu l'aides à aller où il veut aller, mais du coup, il peut pas te frapper parce que toi, tu as poussé son épée pour lui dire: «Ah, tu vas aller en ox, très bien, tu vas y aller». Boum,
Tu frappes dans sa transition, il est en train de faire sa flougue, tu l'aides à pousser, tu pousses sa flougue, il va aller en nox, sauf qu'entre-temps, il est frappé. Ça, c'est le Nahaizen. Ok. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et quand une pièce de Zwerge vous dit que votre adversaire, il est en train de prendre une Von Tag, je sais pas, il est en longue pointe et il prend une Von Tag et que le Zwerkao est un contre, c'est une brisure, rappelez-vous, une brisure de Von Tag, bah, si le gars fait longue pointe pour venir te menacer et qu'il est en train de réarmer pour aller en Von Tag à droite, si tu fais un Zwerge sur sa Von Tag, bah, c'est fini. Tu as fait un Horizon sur sa mise en garde et tu as contré la Von Tag avec ton Zwerge. Donc le Zwerch s'inscrit dans le Horizon, vous voyez? C'est ça qui compte, c'est ces concepts-là qui comptent parce que les coups de maître, ça va être des outils qui vont s'inscrire dans ça. Et quand je vous dis que lorsque Kojtovic montre une interprétation de Shilao où il le fait de pied fixe avec une structure très en avant, très tendue, très forte sur la ligne pour vraiment mettre son corps en opposition avec le coup de l'adversaire, ce qu'il fait en faisant ça, c'est un Absetzen. Absetzen, c'est mettre sa structure contre une pointe ou un coup adverse. C'est souvent une pointe, hein, d'ailleurs. Et c'est souvent un upset c'est quelque chose qui se fait aussi souvent de pied fixe. Bon, voilà. Donc ça, on repart sur la vidéo parce que ça va illustrer ce que j'ai dit, ce que je vous ai dit avant, c'est que finalement derrière un coup, voilà. Donc là, vous voyez déjà le titre. Le titre, c'est Zorno Variation. La vidéo, elle nous met dans la gueule que c'est du Zorn. Ce qu'on va voir, c'est du Zorn. Eh ben, on va voir si c'est du Zorn. Voilà avec quoi ça introduit. Ça introduit avec ça. Et on va s'attarder que sur cette pièce-là. J'ai ralenti normalement. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de me décrire ce qui s'est passé? Ah là, le mec il déconne zéro. Je viens en mode, je veux l'armer, hein, je veux l'armer. Je veux l'armer à vitesse normale déjà parce que ça pour pas en mettre plein la gueule. Je vais armer à vitesse lente. OK. Voilà. Ah, rien pigé. Je comprends et c'est assez, normal parce qu'en vérité, pour voir ce qui se passe là, faut avoir un peu de lexique, un peu de bouteille, dans les pélons quand même. Donc effectivement, moi je vais vous décrire ce qui se passe. Le point de départ, c'est effectivement j'ai pas le vocable pour, OK. Du frame par frame, un peu de mal aussi. Je m'attendais pas les gars, enfin les gars et les gattes, ne vous inquiétez pas, quand je vous ai posé la question, je savais que ça allait que c'est je sais que c'est un truc ultra difficile à décrire et c'est justement là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. C'est que on est en train de nous vendre une pièce de Zorn, sauf que dans cette pièce-là, le Zorn, mon pote, le Zorn, il disparaît. Le Zorn, il disparaît. Il fait un Zorn très franchement, le Zorn, il est là. Ouais. Voilà. Le Zorn, il est là. Le Zorn est là et c'est tout. Et c'est tout. Zorn Umschlag Projection. Alors, c'est plus compliqué que ça, Nico, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a des Umschlag. Enfin, le Umschlag, en fait, vient du Oben Abnehmen, mais justement, on va aller plus loin. Donc, le Zorn a été fait là. Voilà. Là, on est sur une pièce de Zorn. On nous dit Zorno Variation. Le Zorn, il a été fait. Et vous regardez bien, le Zorn, il a été fait et il est instantanément contré. C'est-à-dire que le mec de droite fait son Zorn, le mec de gauche, quand il a vu le Zorn, il a remonté tout de suite. Il a monté ses mains pour pas se prendre ce Zorn. Du coup, qu'est-ce que nous dit la pièce? Rappelez-vous la pièce, hein. Encore une fois, c'est pas moi qui j'invoque le texte. Bon, donc, j'invoque le texte. Le texte nous dit que si sur ton Zorn, il se prémunit de ta pointe, il te repousse, il faut faire quoi? Il faut faire Oben Abnehmen. Donc ça veut dire qu'il faut sortir par le haut de son épée pour frapper de l'autre côté. Donc c'est là où ça rejoint ce que tu voulais dire, Nico, Umschlagen. Umschlagen, c'est le fait de frapper alentour. Donc quand tu fais Oben Abnehmen, automatiquement, tu fais Umschlagen si tu vas frapper de l'autre côté. Donc effectivement, si on voulait vraiment mettre des mots sur tout, ce serait Zorno qui est contré, Oben Abnehmen, Umtu Umschlagen, Umschlagen Oberau. Ok. Donc là, il va du coup devoir faire son Oben Abnehmen. Il le fait. Ok. Là, il va pour monter. Il est contré. Vous voyez? Il essaie de faire son Oben Abnehmen, sauf que l'autre, il le colle. Il le colle et en le collant, il essaye d'aller à une ouverture basse. Donc là, l'autre, il est vraiment en train de faire, il est sur le liage et il applique le jeu des maîtres. C'est-à-dire que il essaie de passer en dessous de l'épée de l'adversaire pour avoir une ouverture. Donc l'autre, il a fait son Oben Abnehmen, il a raté. Il ne veut pas le toucher parce que l'autre, il est encore en opposition. Du coup,
il va essayer de faire autre chose. Il va essayer de faire un truc qui arrive quand on est dans cette situation-là. Il va essayer de faire multi run. C'est-à-dire que là, vous allez voir, il a ses mains qui sont en haut dans le flanc de son adversaire. Et il remarque qu'il y a effectivement tout le côté gauche, tout ce côté-là, là, son adversaire qui est ouvert. Lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire multi run, donc une rotation au liage, ok, pour venir placer sa pointe dans le flanc de son adversaire. Vous voyez ça? Ça, ce qu'il est en train de faire là? Ça, c'est multi run. Il essaye de faire multi run, sauf que l'autre, encore une fois, il le contre. Donc là, le défenseur, il est absolument, il est à la frame, le défenseur. Il est au taquet pour défendre. L'autre, il est en train d'essayer de faire son multi run. Le gars le voit, du coup, il décale sa pointe pour l'empêcher de passer derrière son épée et de venir le piquer au flanc. Et là, on arrive à la fin de la pièce, et la fin de la pièce, on n'est plus du tout c'est plus du tout une pièce de Zorn. Là, on est dans une illustration pure et dure de toute la mécanique au liage avec le jeu des maîtres de l'escrime germanique. Mettre Zorno, mettre l'étiquette Zorno là-dessus, c'est comme si je vous vendais, je sais pas, c'est comme si je vous vendais une andouillette triple A et que je mettais une étiquette port dessus. Voilà. Ça revient à faire ça. Hein. Ça revient à faire ça. Et du coup, ils se disent, ah, putain, le port, c'est ouf. Non, 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 le port, c'est pas ouf. L'andouillette triple A, c'est ouf. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, donc, il fait multi-run, c'est pas fini. La mise au sol, du coup, la projection que tu disais, Nico. En fait, l'autre, il fait ce qu'on appelle, il voit le multi-run, il fait ce qu'on appelle un schnappen. Donc, en gros, pour contrer, non seulement il colle, mais pour contrer la pointe, il va enrouler. Donc, schnappen, c'est enrouler. Et tu regardes ses bras, il va faire l'enrouler. Là, il enroule. Et comme il est prêt, bah, plutôt que d'enrouler pour lui écraser les mains, il enroule et il pousse au niveau de la tête. Et il avait placé sa jambe, ça on ne peut pas le voir à cause du cadre, il a placé sa jambe et du coup il fait une projection. Voilà, voilà ce qui se passe. Ça, c'est un truc, ce que montre Kojutovic et son partenaire là-dedans, c'est un truc de ouf. C'est une très très belle démonstration de système germanique. Mais pas du tout du Zorn. Le Zorn, il intervient au début et c'est tout. Tout le reste, ça n'a rien à voir avec le Zorn. Tout le reste, c'est la mécanique du système. C'est Obenannehmen, Umschlagen, Mutiren, Schnappen, c'est tout ce qui vient en fait après. Et bien sûr, tout ça, c'est dilué dans le jeu des maîtres et la gestion des ouvertures, avec les Hangen, avec le fort, le faible, etc. Il fait un Mutiren parce qu'il sent qu'il peut le faire. L'autre, il veut les stocker par-dessous, donc il peut faire un multi-run. Si l'autre il était résistant, il ne pouvait pas. Et l'autre, du coup, il voit le multi-run venir parce qu'il sent la rotation sur son épée. Du coup, il fait le schnappen. Donc tout ça, c'est lié aussi à la fois à l'expérience de ses combattants et du fait qu'ils aient intégré le système et aussi à ce qu'ils arrivent à ressentir à l'épée. Voilà. Donc, et je peux vous montrer d'autres choses dans la vidéo, mais ça, c'était vraiment l'exemple que je voulais montrer. Quoi. Donc là, pareil, il a fait un Zorn, ça a connecté, ça a rebondi, mais du coup, comme l'autre, il est trop près, il est obligé de lever les mains pour pouvoir bien placer sa pointe. Et du coup, bah, est-ce que si je regarde ça, est-ce que vous allez me dire, si quelqu'un regarde ça, et un débutant par exemple, il voit ça, et le mec lui dit, ça c'est un Zorn. Alors que le débutant, pour lui, le Zorn, c'est voilà, c'est une frappe où tu as les mains devant toi et tu jettes ta pointe devant toi. Et là, quelqu'un vient de dire, non, ça c'est un Zorn, ça. Et ben, le mec, il va se dire: «Putain, mais merde, les interprétations, 50 000 interprétations». Non, 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 il y a eu un Zorn au début. Sauf que le contexte fait que le mec, il a été obligé de faire une rotation, à cause de la distance, à cause de la qualité du liage. Le Zorn, il est au début, mais la fin, ça, c'est pas une fin de Zorn. Enfin, c'est pas un Zorn. Il y a eu Zorn, puis Winden. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il faut vraiment essayer de déconstruire cette façon qu'on a de considérer les pièces comme étant uniquement des démonstrations d'un coup de maître. C'est pas vrai. Les coups de maître, c'est un point de départ dans une pièce. Par souci je pense que c'est par souci d'écriture et souci de transmission qu'on intitule des parties, des pièces, pièce du Zorn, cette pièce du Zorn, une autre pièce de Zorn, etc., etc. Mais ce qu'il faut y voir dans ces pièces, c'est pas une démonstration, c'est pas des démonstrations du coup de maître en lui-même. C'est des démonstrations d'un but et d'un système. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dedans, dans cette vidéo, il y a plein de trucs super intéressants qui partent très souvent d'un Zorn, mais qui ensuite ne sont plus, qui ensuite sont autre chose que du Zorn, qui sont de la mécanique pure et dure de l'escrime. Là, c'était un vrai Zorn. Là, il y a eu un vrai Zorn. Là, vraiment, là, c'est un Zorn. Il n'y a pas d'embrouille. Il y a eu Zorn, ça a touché l'épée, puis il a projeté la pointe, et l'autre, il n'a pas compris. Ce qui nous montre, c'est déjà quelque chose qui est plus proche du Zorn. Il fait un Zorn, il y a un liage, et plutôt que de faire la pointe, il fait un double run. C'est-à-dire qu'en gros, il reste du même côté, il fait un petit changement offert, un petit travail dans le liage où il monte les mains, et il vient bloquer avec l'autre quillon, avec une rotation, et il fait un double run. Il frappe au moment.
Voilà, ça c'est du play-run. Là, pareil, là, ce qu'il a fait, c'est pas il a fait le Zorn, il est qu'au départ. Qu'il a fait ensuite, il a fait son Zorn, il a fait du coup une montée, il a fait une mutation pour venir et stocker avec un dupli run. Et l'autre, il a vu la pointe, il a reculé. Bah, plutôt que de rester dans cette posture, il a décroché, donc il a fait un dourche, il est passé en dessous et il a stocké en dessous des bras. Voilà. Ça, tout ça, c'est les mots qui viennent après. Hein. Ce que je vous répète, je reprends le Weekend Over, je reprends du coup la source. Hein. Là, c'est tout ce qu'il y a là. Là, c'est tout ce qui est là. Voilà. Durchlaufen, c'est ici. Durchlaufen, Zucken, Durchwechseln, Absetzen, etc. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, moi, ce que vraiment je vous invite à conceptualiser un peu, à réfléchir, c'est quand vous apprenez les coups de maître, il faut que vous connaissiez les coups de maître. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas apprendre les coups de maître. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Les coups de maître sont très importants. Par contre, il faut conscientiser l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas un Zorn pour savoir faire un Zorn. On apprend, enfin, c'est un tout petit bout ça de l'intérêt du Zornao. L'intérêt d'apprendre un Zornao, c'est pas de savoir faire un Zornao, c'est de savoir poser une situation dans laquelle on va avoir un liage comme ci ou comme ça et qui va nous permettre de déplier tout ce qui est difficile dans l'escrime, tous les mouvements fins qui viennent après, dupli run, multi run, abnemon, etc. Tout ce qui est intéressant. C'est à ça que ça sert. Et du coup, par contre, le Zorn, il faut l'apprendre, il faut le sortir dans la situation où il est optimal. C'est-à-dire que si on nous donne des situations où il fait ci, il fait ça, tu dois faire ce coup de maître ou ce coup de maître, ben, ça, on revient sur autre chose, c'est un autre sujet que j'ai déjà évoqué avec ceux qui étaient là à mon stage sur Zoofechten. On revient là-dessus, c'est que, ok, on nous donne des outils qui permettent d'avoir une très bonne base pour déplier le système, pour utiliser tout ce que le système nous offre en termes de techniques fines. Ben, je vais essayer d'avoir la situation où mon Zorn va être optimal. Parce que même si mon Zorn ne passe pas en contre direct, derrière, je suis maître du liage et je peux, si j'ai bien révisé, je peux moyenner avec tous les concepts difficiles, avec des dourches, avec des amnémones, etc., etc. Donc, il faut voir les coups de maître comme une situation. Il faut les voir au début comme effectivement une attaque contre simultanée qui va servir, si c'est bien fait face à un autre débutant, à prendre le point, à toucher et à être safe. Ça, c'est l'étape 1, mais ça dure. Je peux vous assurer que ça dure très peu de temps dans votre apprentissage. C'est le premier truc que vous allez très vite être tous un peu affûtés et commencer à comprendre comment un Zorn ça se part, etc. Et tant mieux. Mais ça veut dire que derrière, bah, du coup, il faut aller plus loin. Et il faut essayer à partir de ces situations-là, de justement chercher à faire ça, chercher à s'adapter pour sortir toutes ces variations compliquées. Donc les coups de maître sont des points de départ dans votre apprentissage et ce sont des points de départ. Donc pour l'apprentissage, c'est points de départ et pour votre conception de l'affrontement, ce sont des manières de poser une situation plus ou moins connue. Voilà. Ça met de l'ordre dans le chaos. Et après, il y a le chaos qui se va il y a dans cet ordre, posé au milieu du chaos, il va encore avoir, des aléas qui vont être comment est le liage, où est-ce que ça se situe, quelle est la distance, et cetera. Mais voilà, c'est un point de départ. On a besoin de points de départ. On a besoin de points de départ autant qu'on a besoin de plans. Donc quand vous affrontez quelqu'un, vous avez besoin d'un point de départ. Que ce point de départ soit une feinte, que ce point de départ soit un coup de maître, peu importe, ça doit être raccord avec ce que vous voulez faire. Parce que vous avez besoin d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est votre but que vous allez définir. Mais le point de départ, il faut essayer de le définir aussi. Parce que si c'est votre adversaire qui le définit pour vous, vous êtes dans la merde, vous êtes dans le nard. Vous voyez ce que je veux dire? Heu, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, dernière vidéo que je vais vous montrer et puis après je pense qu'on pourra passer aux questions, parce que ça va faire bientôt 2 heures. Une vidéo que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas déjà faite et qui va illustrer un peu plus, ce que je viens de vous dire là, qui est, les coups de maître, c'est bien, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. C'est tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est la vidéo que Ingolf Kollweiss, a fait l'an dernier au Drain Event avec Keith Farrell. Donc, c'est deux grands noms des AMHE. Ingolf Kollweiss, c'est un grand instructeur des clubs Indes d'Autriche, qui est une filière de club. Et Keith Farrell, c'est un combattant et un chercheur qui a produit énormément de contenu de très bonne qualité, qui est un type très très sympa et qui a une énorme connaissance. Un Écossais. Et Keith Farrell, du coup, au Drain Event de cette année-là, a illustré en fait le Zettel, donc le récital, donc le poème, et il a montré dans l'ordre du Zettel, ce que ça nous transmettait, dans l'ordre dans lequel ça nous transmettait. Et vous allez voir que dans ce qu'il a montré, alors je vais pas tout montrer, parce que c'est une vidéo qui dure quand même 13 minutes, je crois.
Ouais, 13 minutes. Je vais pas tout montrer, vous allez voir que la plupart du temps, il est en train d'illustrer des concepts et qu'au milieu de ces concepts, vous allez reconnaître des coups de maître. Mais c'est pas ça le propos. Le propos, c'est pas de faire des coups de maître. Le propos, c'est d'illustrer un concept. Là, ce qu'il est en train d'illustrer, voilà. Wirtschaften. Donc là, en gros, il est en train de vous montrer, vous voyez que vous avez Ingolf Kohlweiss qui fait des changements de garde, donc il est en train de faire un travail de changement de posture. Et là, vous avez Keats qui va venir sur le chemin, enfin qui va venir brise garde en fait. Il va taper dans la garde avec le bon coup ou il va déjouer la garde. Donc là, par exemple, ce qui s'est passé, il a fait un coup de maître. Là, Ingolf était en fou. Keats Farrell dit il est en fou, ben je fais un shuttle-out. Le shuttle-out étant le contre de la garde du fou. Donc là, il est en train d'illustrer un peu les brisures. Là, le Naraisen, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez voir il va frapper là où l'épée s'en va. Donc l'épée, elle s'en va de tel endroit. Donc il attend, il ne fait pas systématiquement. Hein. Voilà. Making all your opponents stand with regard to where his sword was. Donc il regarde où se situe l'épée de l'adversaire et dès qu'elle quitte la zone et qu'il se sent OK, il va frapper dans cette zone. Vous voyez, son épée était en haut à droite, il a attendu qu'elle parte pour venir faire un sverge en haut à droite. Et du coup, il lui a bloqué les bras. Donc c'est ça en fait, ça c'est Naraisen. C'est venir foutre le bordel dans les changements de garde et frapper là où le mec s'en va. Là, il est passé d'une longue pointe à une fougue, très bien, bah, il lui a dit bah, je vais te frapper l'épaule puisque de toute façon elle est ouverte. Donc Naraisen, c'est la capacité à lire la mécanique corporelle de son adversaire et frapper là où son arme n'est plus. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ou de frapper là où son arme, elle va. Voilà. Uberlaufen, c'est un truc, voilà. Uberlaufen, c'est frapper. En gros, tu vas au-dessus de son épée. Tu vas appuyer sur son épée. Uberlaufen, c'est quelque chose que l'on fait automatiquement lorsqu'on va faire un Krumpao. Lorsqu'on fait un Krumpao, on fait automatiquement Uberlaufen. C'est intrinsèque. Parce que quand on fait un Krump, on va forcément au-dessus de l'épée de l'adversaire. Donc on fait Uberlaufen. Donc pourquoi on appelle Krumpao Krumpao si c'est le Krumpao, c'est juste un Uberlaufen? C'est parce que le Krumpao, il est le nommé comme le Krumpao, c'est une situation de base. C'est le Krumpao, il est là pour vous apprendre à passer au-dessus de l'épée. Il est là pour vous apprendre Uberlaufen en fait. À la fois ça, il est aussi à la fois là pour vous apprendre à faire une brisure de garde sur des mahottes, parce que ça, rappelez-vous que le Krumpao, c'est une brisure de Hox. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est ces concepts-là qui importent. C'est ça qui compte. Je vais avancer un petit peu, parce qu'il y a d'autres choses. Là, je sais pas dans quoi il est, là, je sais plus. Je crois qu'il est encore dans ce jeu-là. Il est encore en train d'alterner. Là, il mixe. Tout à fait, tout à fait. Ben, Uberlaufen, en fait, ça te donne quoi? Ça te donne un liage. C'est-à-dire, Uberlaufen, faire un crump, ça te permet d'être dans une situation où tu es au-dessus de l'épée adverse. Et ben, à partir de là, tu es au-dessus de l'épée adverse, qu'est-ce que tu fais pour le toucher? Est-ce que tu vas faire, comment tu fais ton mouture, comment tu fais ça, comment tu fais ci, tu vois? Donc oui, le crump, c'est le premier qui, en fait, change les plans de liage. C'est-à-dire qu'avant le Krumpao, tu lis sur des diagonales. Zorno, il lit sur une diagonale, tu vois? Le Krump, il va lier l'épée adverse normalement sur un plan plutôt bas et horizontal. Sachant, enfin, encore une fois, attention parce que le Krumpao il est souvent mal fait justement parce qu'il est trop sur l'horizontalité. Donc ça, c'est un autre truc. On va pas parler du Krump là parce que ça parle, pareil, je pourrais en parler des heures. Mais oui, le Krump te permet de comprendre une autre situation de liage qui est justement en fait la situation où tu es en Uberlaufen. Je remets un peu la vidéo. Donc là, voilà, là, il est encore dans le Naraisen, il est encore dans le jeu, voilà, déjouer, briser les gardes de l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Donc là, il fait une pièce de comp. Là, il fait Upset Zen. Et vous allez voir, vous allez me dire, mais il fait Upset Zen, mais en fait, il fait un shield. Bah oui. Il fait un shield pied fixe, vous voyez? Là, il a fait sa réception de pointe avec un mouvement qui ressemble à un mouvement de shield, mais en fait, c'était Upset Zen. Voilà. Dire que ça, c'est un shield, c'est tout à fait valable. Mais le problème, c'est que dire que Upset Zen, c'est un shield, c'est un problème. Dire qu'un shield, ça fait un upset zen dans certains cas où il n'y a pas le mouvement de pied, c'est vrai. Par contre, dire qu'un upset zen, c'est un shield, c'est faux. Vous voyez? Parce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Upset zen, vous allez le retrouver dans plusieurs pièces. Shield, vous allez le retrouver dans les pièces qui portent le nom de shield. Vous voyez ce que je veux dire? De la même façon que tous les mots Mutiren, Dupliren, Abnemen, tout ça, c'est des mots qui vont revenir finalement bien plus souvent que les noms de coups de maître.
parce que c'est des mécaniques qui sont génériques. C'est ça le cœur du système. Le cœur du système dont je vous parle dans l'introduction, je vous dis que le cœur du système, ce n'est pas, comme on croit à tort, les coups de maître. Le cœur du système, c'est toutes ces mécaniques fines. Parce que c'est ça qui compte, c'est vraiment ça. Donc voilà, bon, je vais conclure là-dessus parce que j'ai plus grand-chose à dire de plus et vraiment je vous conseille, je vais pas vous passer la vidéo en entier parce que bon, il est ça on va être là à 2 heures. Ça, c'est Durchlofen, c'est super cool. On passe en dessous, on vient faire un porté, ça marche, quand on est petit et qu'on soulève des grands, on est très fiers de faire ça et je vous assure que ça fonctionne. Si vos instructeurs vous l'ont pas montré, demandez-leur prochaine séance quand sera possible à la fin de covid là, parce que Durchlofen, c'est très marrant. Mais bref, cette vidéo, je vais vous filer le lien, il faut que vous la regardiez, elle est excellente et les 2 participants sont excellents. Et ça va, vraiment, mettre beaucoup d'images sur ce que je vous ai dit. Voilà, je pense que je vais conclure, je conclurai là-dessus parce que bon, finalement, ça a duré quand même, ça fait 1h40, 45 qu'on est ensemble et je vous ai à peu près tout dit. Voilà. Juste, remettre un peu de nuance dans tout ça et être sûr qu'on se soit bien compris. Il ne s'agit pas, de remettre en question, les coups de maître, du tout, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, les coups de maître, c'est très important de les apprendre. C'est pas forcément, quelque chose qu'il faut apprendre dès la première séance, dès la deuxième séance. Il faut mieux commencer à comprendre un peu tout ce qui est dans les premiers chapitres, enfin dans les premiers vers du Zettel, c'est-à-dire, les tempos, les façons de bouger avec l'épée et cetera et après on peut commencer dans les coups de maître. Les coups de maître, faut les apprendre, faut les connaître. Il faut surtout connaître, à quoi ils servent et les qu'ils ouvrent. C'est vraiment les situations qu'ils ouvrent qui sont très importantes à connaître, à comprendre et une fois qu'on a ça, eh ben, on va aller plus loin, quoi et ce qui compte, voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière que je vous l'ai dit. Donc les coups de maître, faut les faire, faut les répéter, faut les apprendre, les répéter, les faire correctement, vraiment. Ensuite, il faut les faire avec, conscience et avec un but. C'est-à-dire que pour un même coup de maître, avec un but différent, on va pas exécuter les mêmes suites. Ça paraît obvious, mais on a tendance à oublier. C'est-à-dire que pour un même Sverche, si avec ce Sverche, je veux venir ensuite faire un dupli run ou que je veux venir ensuite faire un Shilao, ça va pas être du tout le même mouvement au liage que je vais faire. Et je vais faire un Ablofen, dans l'autre, je vais faire je vais juste faire en fait un Zuken pour aller passer derrière l'épée. Vous voyez et ça, c'est les mots qui vont me servir. C'est ces mots-là qui vont me servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ces mots, ils décrivent des actions très, très concrètes. Et ça, si vous voulez avoir du vocabulaire, s'il y a un vocabulaire que vous devez avoir, c'est vraiment le vocabulaire qui décrit des petites actions. Et vous faire des moyens mnémotechniques. Ça, c'est quelque chose que moi, je donne des stages là-dessus beaucoup, sur Abnehmen, Zuken et Durchwechseln avec des moyens mnémotechniques parce que c'est des gestes qui sont dans tout. C'est vraiment du micro-geste. Et c'est pas des coups de maître. Et parce que c'est pas des coups de maître, ça passe à l'as, ça passe à la trappe. Parce que, encore une fois, quelqu'un m'avait dit putain, mais du coup, pourquoi un Dupliron, si un Dupliron n'a plus que 15 ordres, pourquoi un Dupliron, c'est pas un coup de maître? Ben, justement, parce que le Dupliron, c'est quelque chose qui est compliqué et qui ne pose pas une situation de départ. Qui ne pose pas une situation de départ, c'est une finalité le dupli run. Le dupli run, c'est un but. Parce qu'en général, quand tu poses un dupli run, le mec en face, il a pris la touche et c'est réglé. Et si tu as bien fait, il peut pas te toucher. Donc c'est une finalité. C'est pas un coup de maître parce que c'est pas une situation de base. On ne fait pas, tu peux pas faire un dupli run sorti de rien. Tu as besoin de quelque chose. Est-ce que tu as besoin de ce quelque chose dont tu as besoin pour poser une situation avant, ben, c'est souvent un coup de maître ou un coup classique Mittelhau, Oberhau, Unterhau. Ok. Voilà. Donc, apprenez les coups de maître, faites-les dans un premier temps, vous êtes débutant, vous les apprenez, vous essayez de les comprendre, vous les faites avec conscience. Ensuite, vous essayez de comprendre les buts et de comprendre que selon ces buts, le déroulé du coup de la pièce va changer et que finalement les pièces ne sont que des exemples pour servir un but défini par le maître parce que le maître a jugé que c'était une façon intéressante et intelligente de transmettre quelque chose. Et ensuite, il faut s'ouvrir à, pas, je dirais pas la remise en question de la pièce, mais l'élargissement autour de la pièce. Voilà.